Donc ouais, tu parles effectivement comme ça. Dans le micro, relativement... C'est toi qui joues au saxo au départ, là? C'est parti. C'est ça, là, le saxo s'est enclenché. Et donc, voilà, je règle... Vas-y, dis quelques mots, toi. Bien le bonjour. Ouais, parfait. Moi, je parle un peu plus fort. On va voir comment... Je pense que je serai à peu près sur ce ton de voix-là. Ouais, d'accord. Maintenant, dans ce cas, je t'augmente un petit peu. Et du coup, on peut y aller. Effectivement, là, le saxophone s'est lancé. C'est parti. Bonjour à toutes et tous, vous écoutez First Print, votre podcast comics préféré, et on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau numéro du format Super Friends, qui est l'émission dans laquelle nous invitons les personnes qui font vivre la pop culture et la culture comics par leur métier. Et aujourd'hui, on a un nouveau rendez-vous avec un éditeur que l'on n'avait pas encore reçu dans l'émission. Il s'agit de Michael Jérôme de Comics Initiative, une maison d'édition indépendante dont on vous parle souvent dans nos back issues et nos front page, qui a cette caractéristique notamment de proposer ses ouvrages à chaque fois en financement participatif. Ça fait maintenant 4 bonnes années que la structure existe et elle s'est complètement diversifiée depuis le tout premier ouvrage qui était paru. Donc on va un peu pouvoir retracer tout ce parcours en présence de Michael qui est avec nous. Salut Michael. Salut Arnaud, merci pour cette belle présentation. Ah bah c'est mon métier. Je vais te laisser parler en fait, c'est génial. Bah non, parce que du coup, une fois la présentation faite, c'est à toi de développer effectivement ton vécu et cette expérience qui est loin d'être finie et que je te souhaite d'être encore assez longue. Mais justement, Michael, vu que c'est la première fois que tu viens sur First Print, il y a une étape obligatoire. C'est vrai, il faut chanter. C'est ça, voilà. Il va falloir faire des claquettes sur le sol. Non, simplement, est-ce que tu peux juste un petit peu te présenter à nous et à nos auditeurs et auditrices, s'il te plaît? Ouais, tu veux la version courte, la version longue? Ouais, moi, je prends toutes les versions. Hein. Toutes les versions. Bon, on va essayer d'en faire une un peu au milieu, pile. Donc, Michael Jérôme, 41 ans, résident près de Tours. Voilà, ça c'est pour le descriptif vieillesse et territorial. Un petit peu le personnage. Voilà. Concrètement, ça va faire donc 4 ans que Comics Initiative s'est lancé. Par le passé, on va zapper le sempiternel. Oui, je lis de la BD depuis des années. Depuis l'époque Strange et tout ça, alors tu fais partie de cette génération? Même encore plus vieux. Enfin, moi, les Strange, j'en ai mangé quelques-uns. Je les ai pas tous lus comme un acharné, etc. On va dire, moi, j'ai surtout grandi en BD, manga, et j'ai attaché les comics après. Okay. Mes premiers souvenirs, je peux rappeler mon premier souvenir d'un comics Kirby, c'est la couverture. Je croyais que Captain America volait sur son bouclier, comme quoi les enfants ont une imagination fertile. Mais globalement, ouais, non, pas mal de lectures, de choses assez variées aussi. Et par la suite, j'ai commencé aussi à faire des critiques sur planetbd.com, donc un site de collègues, du coup de First Print et Comics Blog aussi, sur lequel j'ai écrit je sais pas combien de milliers de critiques, j'ai fait plusieurs centaines d'interviews. J'ai développé la partie comics sur le site. Et avant de la confier à d'autres pour partir du coup entièrement sur Comics Initiative. Entre-temps, j'avais fait aussi quelques piges pour Panini Comics. Et donc voilà, un petit peu tout ça. Donc, alors du coup, Comics Initiative, cette idée, elle émane de quoi? Donc ton premier ouvrage, c'était le Kirby and Me, donc c'était un énorme ouvrage anthologique qui rendait hommage à Jack Kirby à l'occasion du centenaire de sa naissance. Donc en 2017. Mais donc ça, c'est le premier ouvrage que vous avez bâti avec cette structure, mais à la base, donc Comics Initiative, c'était juste pour publier Kirby and Me, ou t'avais déjà un projet qui visait plus loin auparavant? Je pense que je n'ai pas été diagnostiqué comme hyperactif, mais je pense que je le suis. En tout cas, c'est ce qu'on me dit. Au début, Comics Initiative, on l'a fait juste presque sur une idée balancée au retour d'un salon avec Alain. Donc, Alain de la Place. Voilà, donc mon partenaire sur Comics Initiative, etc. Il fait des cartons aussi, comme moi. Mais globalement, on a vraiment donné beaucoup de temps sur Kirby and Me, essayer de réunir un max de monde, essayer de faire un beau bouquin. On est sorti un peu rincé de l'exercice. Moi, j'étais peut-être plus gourmand là-dessus. J'avais envie, en tout cas, de m'y repencher. J'avais envie de rattraper un peu de retard aussi, en essayant de proposer des titres, notamment de Kirby, qui étaient restés inédits en France. Donc, ça fait partie un peu de l'ADN de Comics Initiative, c'est essayer de trouver
des choses qui ne sont jamais sorties en France et enfin moi déjà en premier lieu qui me ferait plaisir de lire, les présenter de la bonne manière. Et en tout cas essayer de kiffer le truc quoi. Donc on en est venu après à penser à faire Young Romance. En fait il y avait deux projets. Young Romance est celui qui est venu finalement en premier. Je trouvais ça assez rigolo de se dire que Kirby, on le connaît pour les super-héros, on va le connaître pour sa démesure, ses dessins ultra énergiques. Et on a tendance à oublier que Young Romance a été l'une de ses œuvres majeures avant son avènement Marvel, etc. Et c'est surtout la série qui lui a permis de faire beaucoup, beaucoup d'argent à l'époque, puisque c'est celle qui s'était le plus vendue avec son compère Joe Simon. Et en fait, c'est une série qui, contrairement à celles qui en ont été générées par d'autres auteurs, qui avait un ton très... on n'était pas sur de la guimauve bébête, sur des choses comme ça qui sont nées après, le côté roman photo, les trucs qu'on qualifiait plus jeunes de prout-prout. Là, on était au contraire sur quelque chose d'assez sincère qui relançait pas mal... déjà, les femmes avaient un rôle assez différent en fait dans ces comics-là. Alors, qui a lu les bios ou qui a suivi les biographies de Kirby et Simon sait que ce sont deux auteurs en fait qui étaient des fervents amoureux de leurs femmes et qui n'ont jamais, en tout cas, compris les différences de conditions entre les différentes personnes de couleur, les différentes sexualités, etc. Ça a toujours été des gens très ouverts, très classiques dans leur description, mais en tout cas qui étaient très en avance en fait là-dessus. Et Young Romance, sur plein de sujets, on voit beaucoup de caractères sociétaux qui étaient mis en avant. Et c'est ça qui donnait, je trouve, un petit peu le côté... en fait, on échappait au côté suranné de l'œuvre via Young Romance, par le biais justement du génie de Kirby et de Simon, justement, qui est trop souvent oublié aussi, pour amener Young Romance. Je trouvais ça intéressant. Et en général, j'aimais bien dire, je proposerais presque à des fans de rugby d'aller voir un spectacle de danse classique. A priori, c'est pas l'éclate, mais au final, il y en a certains qui vont apprécier en disant « Ah ouais, je pensais que c'était pas comme ça, et en fait, c'est vachement bien. » Et c'est le but. Et ça permettait de montrer que, par exemple, Kirby était un grand fan de mode. La mode de l'époque, elle est parfaite, parfaitement restituée. Il y a certains personnages qui sont vraiment des ersatz dessinés d'acteurs et d'actrices, donc qui étaient en vogue à l'époque, hein, évidemment. Mais il y a vraiment ce côté qui en tout cas, me plaisait d'essayer d'amener avec à chaque fois un petit, en tout cas, des suppléments, un côté éditorial où on en parle, on relativise aussi le Comics Code Authority dans Young Romance parce que si la grande majorité se rappelle que les comics ont subi pendant des années le courroux du Comics Code, l'essentiel du Comics Code touchait en réalité les romance comics plus que les horror comics. En fait, la majorité du texte était, je vais faire une cote mal taillée, mais c'était 7 critères sur 10 toucher les romance comics. Le côté, il faut absolument pas... qu'il y ait de situations légèrement sexualisées parce que c'est pas bien, surtout si c'est en dehors du mariage. Enfin, on avait une codification assez effarante là-dedans. Et bref, on a essayé de recontextualiser tout ça, d'amener des choses. Et donc, ouais, donc ça a succédé avec Young Romance. Et puis, je vais te faire choc bouquin pendant une demi-heure, tu te rends compte, hein ? Tout à fait. Hein, c'est possible. Hein, c'est le but, c'est le piège. C'est un piège que je te tendais, en fait. Voilà, 4 jours de Saint-Malo, c'est fini pour moi. Et derrière, donc, après, on a commencé à vouloir continuer à notamment développer d'autres, on va dire, d'autres univers, d'autres atmosphères. On a eu la rencontre avec Laurent Lefebvre, donc, qui est l'auteur de Foxboy, avec qui, lors de, je crois, 1 ou 2 échanges, je lui disais, mais en fait, tu fais plein de choses, ce serait bien de les réunir dans un bouquin, etc. Laurent n'était pas forcément très motivé en se disant que tout le monde s'en ficherait, etc. Et moi, je lui dis, écoute, moi j'aime bien, je vois pas pourquoi les gens n'aimeraient pas. Je suis sûr que tu as des gens qui, au contraire, seraient intéressés d'avoir un bouquin, et si possible, un beau bouquin sur ton travail, d'apporter des choses, etc. Et Laurent, finalement, a eu la confirmation de ça avec Atelier Workshop. On a fait un beau bouquin. Donc un gros, très très gros artbook en fait, qui réunit beaucoup des travaux de Laurent Lefebvre,
avec notamment une partie, notamment ces commissions en fait qui postaient en plus en ligne, enfin qui postent d'ailleurs toujours en ligne, hein, il est toujours là, Laurent. Et voilà, et qui, vu que c'est tout en, alors, je sais pas quel matériel comment on appelle ça, c'est feutre sur le Posca. Voilà, les Posca pour dessiner sur le noir, voilà, qui donne des résultats assez ouf. J'ai juste avant de repasser sur Atelier Workshop, mais le cas de Comics Initiative, c'est pour Kirby du coup, vu que c'est un mystère, c'est le cas qui est dans Michael aussi, qu'on transforme en H. Non, principalement, en fait, il y a eu pas mal de choses. Oui, à l'origine, ça rappelle le cas de Kirby. Ça rappelle aussi une déformation écrite de comics. Alors après, on va pas philosopher autour de Comics Initiative parce qu'en fait, on a eu beaucoup de réflexions autour du nom. On m'a dit pendant quelques temps, c'est à chier comme nom. Et au final, on m'a dit en fait, t'as raison, c'est plutôt bien vu parce que c'est pas des comics traités de la même manière. T'essayes de les amener différemment. Donc du coup, l'amener un K plutôt qu'un C en premier lieu, ça amène une variante, certes, qui n'est que visuelle et pas sonore. Initiative, ça pouvait aussi faire penser à Hero Initiatives, Initiative Avengers aussi, pourquoi pas. Il y a eu pas mal de choses dedans. Je pense que si les gens croient comment on appelle ça, je vais dire une connerie, mais quand tu crois au mauvais œil, au truc comme ça, il y a même une campagne chez Volkswagen où c'était Initiative Volkswagen, donc je vois pas le rapport, mais en tout cas, au moment où on cherchait des différents noms pour l'intituler, on a vu ça fait partie des trucs. Pourquoi je pense que c'est le bon titre. Si on n'est pas les seuls à utiliser Initiative, autant y réfléchir aussi. Couplé à Comics Initiative, on avait aussi à l'époque avec Alain une émission de radio qui s'appelait Comic Strips. Et on l'avait appelé Comic Strips avec un K, parce qu'on est des punks, des rebelles, tu sais, les trucs de jeunes, quoi. Et après, tu deviens vieux et voilà, tu gardes des séquelles. Tu deviens un peu moins punk, un peu moins rebelle quand même. Ouais, je sais pas. Tu peux t'assagir sur des choses, mais en tout cas, ça permet. Si tu pouvais ranger juste cette canette de 8-6, merci, ça serait bien. Ça fait un peu désordre dans le podcast. C'est trop light. mais non, ouais, l'idée, c'était. Et puis, ça faisait aussi en initial KI, le ki, qui est une force, etc., décrite dans les mangas. Et puis il y a un peu cette volonté, il y a des volontés graphiques de jouer avec aussi. Donc ouais, non, il y a plein d'idées derrière. Là, on a travaillé sur une identité de collection pour une collection dite de romans graphiques, en tout cas, un format plus différent. Qu'on peut retrouver par exemple en BD sur des artistes comme Frédéric Peters sur Oleg, son dernier bouquin par exemple. On est vraiment sur ce type d'approche avec du coup un nom qu'on a développé qui s'appelle KI graphique. Donc ça peut faire Kelly graphique. Voilà. Ça peut aussi me dire tiens, t'as mis KI à la place de Fantagraphics. Oui, j'y ai pas pensé, mais oui, ok, ça le fait aussi. Et jouer avec le K, effectivement, on joue dessus sur le côté logo. Bref, il y a pas mal de choses en fait qui ont petit à petit amené à cette réflexion-là d'amener sur Comics Initiative, KI, voilà. Donc ça, c'était très long. Non, mais t'inquiète, on est là pour, je t'ai dit, on est là pour discuter dans le fond, hein, un peu de tout ce que vous avez fait, et comment vous réfléchissez en fait à ce genre de choses-là. Je sais pas si c'est réfléchi à ce niveau-là. En tout cas, assez pour que tu puisses en parler pendant 5 minutes sans que je ne t'interrompe. Donc ça, c'est déjà une bonne chose. Mais c'est vrai que nous, on avait déjà, de toute façon, dans First Print, analysé un peu en fait ta politique, votre politique éditoriale avec Alain là aussi. D'une part, effectivement, ce que tu as amorcé d'abord sur Jack Kirby, puis avec par exemple Wallace Wood, c'est de faire donc du comics de patrimoine en fait, tout simplement d'aller chercher les travaux de sommité littéralement du milieu, mais des travaux peut-être moins reconnus, et d'aller vraiment chercher dans le comics de patrimoine, ce qui s'est poursuivi avec Women's Comics, qui arrive aussi avec le Love and Rockets des frères Hernandez, mais t'as vraiment cet angle-là qui est assez, je trouve, spécifique. En fait, le patrimoine, je pense qu'on le travaille tous différemment, et on a des auteurs connus, c'est vrai, qui ont des œuvres majeures. Qu'on va citer Kirby, on va forcément parler de Marvel, de DC, etc. Forcément, c'est un passage obligé et c'est un passage légitime. Mais l'essentiel de son œuvre, c'est fait ailleurs en fait. Donc, en France, pendant des années, on n'a pas eu droit, on n'a pas eu l'opportunité plutôt de découvrir son œuvre en français. Donc, je prétends pas sortir tout, ce sera sûrement pas possible. Mais en tout cas, si on peut déjà en proposer toujours un petit peu plus, c'est cool. Sur Wallace Wood, moi c'est un artiste
qui est assez incroyable, qui a une image un petit peu décalée parce que forcément il a fait de la SF, il a fait aussi de la BD érotique, des choses comme ça. Mais c'était, à analyser, c'est un personnage, c'était un auteur en tout cas assez intriguant, assez fou et en même temps, c'est absolument génial, quoi. Et quand on a l'opportunité de se dire que il y a des années, il y a Canon était sorti en France aux éditions du Fromage de manière partielle, traduite à la machette. Et voilà, non, mais faut être honnête. À une époque, la traduction, ça n'a pas été sur tous les titres des choses qui ont été bien traitées. On parle, par exemple, souvent, il y a le côté nostalgique de beaucoup de lecteurs sur les années Strange. Oui, on avait quand même une censure, on avait une traduction qui était quand même pas folle, faut le dire. Là aujourd'hui, je pense qu'on a quand même un niveau qui est largement supérieur. On peut faire des parallèles avec des évolutions de technologie pour le lettrage, etc. aussi. Mais globalement, je pense qu'on traite mieux aujourd'hui un comics de patrimoine que ça avait pu l'être autrefois. Ouais. Donc si on peut l'amener à, en tout cas, un résultat qui est, je dirais, défendable auprès des lecteurs, parce que ça a un intérêt, parce que ça a la qualité pour, faut essayer de le proposer, effectivement. Justement, l'intérêt, toi, tu le vois dans quoi? C'est parce qu'il reste encore assez de lecteurs de comics en France, on va dire assez, parce que c'est quand même très spécifique. Ça demande d'être quelque part un peu érudit dans ce domaine-là. Tu vas pas acheter du Young Romance ou du Wallace Wood comme du Canon ou le Skymaster de Space Force si t'es pas déjà un très bon connaisseur de la bande dessinée américaine. Eh ben pas forcément en fait. Moi je pense on se met des œillères en fait. Alors on peut toujours citer l'éternel exemple. Voyez, Walking Dead ça a cartonné, ça a dépassé le lectorat. Mais Walking Dead et Young Romance c'est quand même très différent. On fera le bilan de chiffres dans 10 ans. non, mais blague à part, en tout cas, sur ce que je veux dire par là, c'est que quand Delcourt sort Walking Dead, ils s'attendent pas à un tel succès. Faut être honnête, hein, sinon tout le monde aurait sorti Walking Dead par le passé, ça aurait été une licence arrachée quand en tout cas. Oui, et puis Walking Dead avait connu un premier essai chez Semic qui n'avait pas fonctionné. C'est on va dire la force de persuasion de Thierry Mornay de l'avoir ramené chez Delcourt et grand bien lui fasse de l'avoir fait, de cartonner derrière. Moi, je suis ravi. Ce que je veux dire par là, c'est qu'on peut se rendre compte que finalement, un titre qui n'a pas forcément tous les arguments dits commerciaux, ou en tout cas tous les attraits classiques pour s'imposer auprès des lecteurs, finalement fait sa place. On parle d'un registre horrifique, en noir et blanc, avec un dessin particulier. Charlie Adler, c'est pas le dessin le plus glamour du monde, ultra efficace, c'est pas la question, mais c'est pas Jim Lee, si on parle de personnes qui attirent juste avec un crayonné. Mais globalement, Young Romance, par exemple, j'ai pu le proposer à des lectrices qui ne sont pas du tout lectrices de comics. J'ai une dame qui m'en a acheté 2, qui va d'ailleurs à Tours, qui a acheté le premier, elle l'a dévoré le soir même, le samedi, elle m'a dit je vous en prends un, je vais l'offrir à ma meilleure amie. Ok, c'est cool. C'était quand même un investissement parce que c'était notre deuxième bouquin, ça faisait il faisait combien celui-là, 400 pages je crois, 412 pages, et en gros ça coûtait quand même 50 €. C'était un petit tirage de 500 exemplaires. Donc voilà, donc on était sur effectivement un ratio important. Et cette dame n'a pas hésité en se disant mais c'est vraiment génial, je l'aurais jamais tenté. Bref, ce que je veux dire par là, c'est que si on se fixe des limites, forcément on va se retrouver bloqué. Moi, mon idée, c'est plutôt de se dire, en réfléchissant à proposer un livre qui matériellement est agréable à prendre en main, il n'y a rien de plus désagréable qu'avoir un livre trop lourd. Où tu peux pas le lire, si tu t'allonges, tu te le prends dans la couenne dès que tu commences à t'endormir. C'est là qu'on reparlera de Movable Off, du coup. Mais c'est un livre pour se muscler. Et globalement, ce que je veux dire par là, c'est que je pense que les lecteurs sont plus ouverts que ce qu'on pense, ou en tout cas ce que les critères marketés et imposés nous laisseraient à penser. On a la possibilité aujourd'hui d'avoir une offre qui est très large, d'avoir une variété. Moi, c'est l'une des choses qui me plaît le plus chez Comics Initiative et que j'espère se voit, c'est que j'aime pas proposer foncièrement les mêmes choses. Alors c'est peut-être le côté que j'évoquais tout à l'heure hyperactif, mais
Moi, ce qui m'intéresse, c'est le côté, en fait, je dis souvent cet exemple-là en salon, ou en tout cas quand il y a des salons, maintenant c'est voilà, c'est que concrètement, quelqu'un qui aime les pâtes, bah il adore en manger, il y a aucun problème, c'est cool les pâtes, c'est bon, ben là, on prend avec une sauce, c'est cool, le lendemain tu refais les mêmes choses avec une autre sauce, ouais ok, mais est-ce que tu es capable de manger des pâtes à longueur de journée, 2 repas par jour pendant un mois d'affilée? Bah, je pense pas. Je pense qu'au bout d'un moment, les pâtes, tu pourras plus les encadrer. Et pour moi, lire toujours la même chose, au bout d'un moment, c'est le même effet. C'est-à-dire qu'on a beau adorer lire Naruto, moi j'aime bien Naruto, c'est marrant. Au bout d'un moment, Naruto, il est sympa, mais j'ai pas forcément envie d'enquiller sur Boruto. Ce qui veut pas dire que je le ferai pas, mais pas là, parce qu'entre-temps, je serais passé sur, je sais pas, le dernier bouquin d'Isio Asano, ou le dernier Jeff Lemire, voilà, peu importe. Pour moi, si on fait que rester dans le même carcan, on finit par péricliter intellectuellement. Si on s'emmerde. Et c'est pour ça que j'aime bien dire, je vais vous proposer une couillonnade absolue avec Money Shot qui est rigolote. Certes, c'est un peu coquin, c'est pas du cul. Je n'ai pas arrêté de le dire, ça n'est pas porno, c'est juste rigolo et ça en parle. Pas parce qu'on parle de cul que c'est porno. Et de l'autre côté, je vais vous proposer un titre sérieux sur le 11 septembre, mais qui n'est pas encore un sempiternellement traitement fait par les Américains. Mais plutôt au contraire la vision d'un travailleur émigré mexicain pendant le drame. C'est pas le même genre, ça veut pas dire que les deux ne vous passionneront pas. On peut très bien tomber sur Venom le dimanche soir à la télé et faire une crise de nerfs et passer sur zone interdite, hein, voilà, Ouais, rien ne vous en empêche. Vous voyez, donc c'est ça un fait peu pas un ça. super dimanche soir du coup. C'est ça, c'était pas la plus belle soirée de ma vie. Donc ouais, non, la variété, elle est importante et elle doit, pour moi, Mais après, au-delà de l'argument purement marketing, parce que je suis d'accord que quand tu ouvres, enfin voilà, si tu te mets pas derrière et que tu es curieux, effectivement, tu peux aller t'intéresser à tout et n'importe quoi. C'était plus vraiment, de façon presque plus mécanique ou froide, de savoir, en fait, vu que le comics, c'est pas non plus le registre en France qui est le plus développé en termes de bande dessinée, et quand tu pars sur du patrimoine, peut-être que c'est encore plus difficile de juste te dire qu'effectivement, quand tu fais un tirage à 500 exemplaires, ouais, ça veut dire que quelque part, tu te dis qu'il y a même pas en fait forcément 500 personnes en France il y en a plus. qui seraient intéressées, qui peuvent pourraient être être intéressées, intéressés, tu ouais. vois. Bah, Donc c'est pour ça que je disais aussi que je parlais des réductions, parce que là on est sur quand même une partie de ta collection du coup ouais. qui est vraiment très 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 ciblée sur un petit Faut voir aussi une chose, c'est que les comics de patrimoine, ils ont été développés pendant des années, pas forcément que par le prisme des comics, etc. Wood, il est paru dans des revues comme l'Écho des Savanes. L'Écho des Savanes, c'était pas une revue typée comics à 100%. Il y en avait dedans, évidemment, effectivement. Métal Hurlant a proposé du Corben pendant des années, qui est un artiste comics, mais on était dans une revue BD. Donc, en fait, pour moi, il y a... En fait, faut pas se mettre d'œillères. C'est si c'est bon, s'il y a un intérêt, faut le trouver, il faut le présenter. Après, on pourrait présenter 500 000 choses, ça veut pas dire que les 500 000 mériteraient de sortir. Il y a des choses qui sortent chez d'autres éditeurs que je trouve géniales. Il y a des titres, à peine je les ai vus, moi je serais le premier à me lancer dessus, mais je sais très bien qu'on va être 3 à les acheter, quoi. Parce que on est 3 cons à se dire, là il y a un intérêt là-dedans, il y a un intérêt, c'est bien écrit, c'est comme ça, mais c'est tellement barré, qui va trouver un intérêt à ça? Et là, pour moi, c'est le moment où faut avoir une sorte d'équilibre aussi au niveau de l'édition, c'est de savoir... faut savoir jauger un peu aussi son lectorat. Je pense que le lectorat, il n'est pas immobile, il t'est pas dédié, il t'est pas destiné. Quelqu'un qui lit du Marvel peut lire du DC après, pour finalement après arrêter totalement et pourquoi pas passer chez Black et Mortimer. Quel grand fossé. Mais rien ne l'empêche en tout cas. Et je pense que plus on avance dans l'âge, plus nos goûts changent, plus on évolue, plus entre guillemets, on est avide de nouveautés aussi. Et ce qui fait qu'en tout cas, moi de mon côté, je souhaite essayer d'inviter les lecteurs à dire, tiens, ça t'a plu. Ah, t'as bien aimé ça aussi. Et pourquoi tu tenterais pas ça? Parce que ça, moi je pense que si t'aimes les deux, c'est presque un rôle de libraire en fait. Dans l'état d'esprit, c'est de se dire, mais il y a plein de choses, si vous y allez pas, je comprends. Mais ça, c'est bête parce que c'est clairement votre cam. Et pour moi, c'est un intérêt vraiment d'essayer d'amener ce genre de réflexion chez les lecteurs. Il n'y a pas de...
personne ne doit être captif d'un éditeur parce qu'il va sortir une frise sur un côté ou il va sortir si faites-le pour Foxboy, mais non, mais on n'a pas à se sentir obligé de poursuivre une série alors que ça fait 10 tomes où on s'emmerde royalement à les lire. C'est bien ou c'est pas bien, c'est tout. Si c'est pas bien, est-ce que j'ai envie de continuer? Une fois, on se dit peut-être que ça va s'améliorer. 2 fois, on se dit je commence à devenir sadique. Au bout d'un moment, faut savoir arrêter les frais en se disant je passe peut-être à côté de plein de bouquins qui valent vraiment le coup. Et toujours sur ces comics de patrimoine, c'est avec Fantagraphics surtout que tu travailles pour ces travaux-là? Alors ça dépend. Il y a Fantagraphics pour Young Romance, ouais, et je réfléchissais, pour Canon, pour Women's Say, via Fantagraphics. On va avoir le super bouquin Cocaine Menagerie qui est dessiné par T.S. Sullivan. T.S. Sullivan, c'est un cartooniste des années 30. Ça, je vais être tout à fait franc. Pour moi, c'est juste. Enfin, moi, je suis ravi, par exemple, que Fantagraphics accepte de me le confier. Ça fout la pression parce qu'on veut faire un beau bouquin. Je ferais mieux que l'AVO. C'est le défi que je me suis lancé. C'est pas être immodeste, c'est je veux absolument, entre guillemets, renvoyer la confiance qu'on m'a faite là-dessus. C'est juste un gros moment d'histoire, quoi. Ça, on voit le truc, on se dit putain, c'est magnifique, quoi. Le gars, je veux dire, les franquins derrière qu'on a pu voir, c'est des héritiers, quoi. C'est assez incroyable. Et puis, qu'est-ce qu'on a d'autre en patrimoine? Déjà, je vais finir par oublier Sky Masters. Alors, Sky Masters, c'est même pas Fantagraphics du tout. C'est 2 éditeurs. Le premier, c'était Hermès Press qui avait fait le premier bouquin, sous une forme très différente, en fait, format franco-belge, pour le dire. Moi, je trouvais ça un petit peu idiot, parce qu'on était sur une parution en journal. Sky Masters, c'était un strip qui était publié tous les jours, et une fois. C'était pas tous les week-ends d'ailleurs, une fois, des fois tous les 15 jours, en page du dimanche. Et ce qui était dommage, c'est que l'éditeur américain, dans son livre, mettait 3 ou 4 bandes l'une au-dessus de l'autre. Et ça rendait le truc hyper fatigant à lire. On enchaînait droite à gauche, droite à gauche, droite à gauche. Le principe d'un strip, c'est de se lire de gauche à droite, d'être efficace, de passer, on va dire, un exercice assez rapide. Et concrètement, moi, la réflexion s'est faite d'emblée de passer sur un livre au format à l'italienne. Déjà parce que Canon, je trouve que ça fonctionnait très bien comme ça. Et on a fait quelques essais. Alors je les ai fait façon cote mal taillée. J'ai pas découpé le bouquin VO pour autant, mais avec mon super maquettiste Christian, on a essayé, on a vu que ça fonctionnait bien. Et derrière, on a fait tout le tome 1 comme ça. Et la deuxième partie qui concerne toutes les pages du dimanche, ça c'est avec un autre éditeur qui s'appelle Ferran Delgado, qui est sans lui faire injure, un vieux routier du métier, puisqu'il est lettreur, éditeur. Il a bossé avec Eric Larsen, avec Perte et Fracas d'ailleurs, mais les histoires internes. Il a bossé pour DC, pour Marvel, bref, on le voit à plein de niveaux. Et lui avait passé, je vais peut-être dire une bêtise, mais plus d'une dizaine d'années à chercher les originaux des pages du dimanche pour les scanner, les retravailler, de manière à avoir un bouquin à la qualité vraiment impeccable. Ce qu'il a pu faire, format aussi franco-belge. Je trouvais que par cohérence, ça me semblait bien fonctionner aussi en format à l'italienne. Donc on a rescindé en 2. Du coup, là, pour le coup, de manière pas forcément justifiée, mais comme me l'a confié Ferran, c'est une très bonne idée. Et puis surtout, on a essayé à chaque fois dans chaque titre de patrimoine, le but c'est qu'on ait un maximum d'atouts en termes éditorial. C'est-à-dire que le but c'est d'avoir des ajouts qui vont qui peuvent venir de spécialistes. Je pense que l'un de ceux qui est le plus récurrent aujourd'hui, c'est Marc Duvaux chez nous. Moi, je suis ravi d'avoir Marc. Comics USA, si vous l'avez pas acheté, Eugène et Momine, hop, moment pub, moment d'histoire, l'histoire des comics. Qui c'est qu'on a eu qui on a pu avoir, enfin bref, je vais pas faire un listing, on s'en fiche, mais en tout cas on a travaillé non pas qu'avec eux. Là, je travaille aussi avec des auteurs qui sont moins connus, en tout cas sur des auteurs moins connus en termes de patrimoine. On va voir ce que ça donne, si on va aller jusqu'au bout ou pas. Graphiquement, c'est sublime, mais est-ce qu'on peut proposer un titre sur un inconnu qu'on n'a pas connu en France parce que l'occasion n'avait pas été permise à l'époque, alors qu'on a un titre qui est une tuerie. Enfin, je sais pas, on verra, on va voir. C'est le pour et le contre se font progressivement. Et puis Love and Rockets, ça fait des années que j'y pense parce que du temps de Planète BD, à chaque fois que je le lisais, je comprenais rien.
je comprends, j'arrivais pas. Non, mais enfin, faut être honnête. Donc, du coup, je pense que je passais à côté. Et ce qui est une réalité, parce que ce titre, en fait, c'est un titre fleuve. C'est un titre qui a installé des choses, des gimmicks, une narration, un graphisme aussi, selon l'auteur. Et tout ça, c'est des choses que j'ai pas réussi à l'époque à amadouer d'une certaine façon, à appréhender de la bonne manière. Et ça fait, je sais pas, peut-être 1 an que j'ai demandé les différents livres à Fantagraphics, etc., un peu de manière naïve. Tiens, bah écoutez, je veux bien lire, vous avez fait des anthologies, ça m'intéresse de vraiment prendre au départ, etc. Et là, t'y arrives. Là, tu arrives, tu dis, ok, je comprends ce qu'ils ont fait. Ils ont réuni les récits ensemble alors qu'ils étaient complètement publiés de manière éparse à l'origine. Et puis, il faut pas oublier qu'en France, pendant des années, ça a été publié dans différents formats, chez différents éditeurs, pas forcément sous le même nom. C'était concrètement quelqu'un qui a voulu suivre la série jusqu'ici. Bah, c'était un courageux, hein, courageuse, j'en sais rien, mais en tout cas, c'était compliqué. Hein. Là, le but, c'est au contraire de se dire, on va proposer quelque chose de cohérent éditorialement, et au moins, je pense que voilà, si on a l'occasion il y a quand même 14 tomes de la série. Oui, c'est rien. Qui font à chaque fois minimum 250 pages. On a quand même à bouffer du truc, etc. Et ce qui est bien, dans un sens, c'est que on a 2 auteurs qui ont 2 fibres différentes. On dit souvent qu'on vient pour Jaime pour le dessin et finalement on va presque vouloir continuer uniquement pour Gilberto tellement Gilbert pour sa manière de raconter. Moi je pense que les deux ils ont un petit peu ce côté artistique très différent qui se développe, ils sont proches et éloignés à la fois, c'est assez fascinant et puis il y a un côté terriblement attachant à cette série, donc qui elle l'a tenté un jour a du mal à en ressortir, donc là, quand Fantagraphics me fait confiance, voilà, c'est pas sur 2 tomes, c'est sur la série en entier. Donc, bon, je sais pas si ça s'appelle faire ses preuves, mais en tout cas, j'essaye de continuer à le faire. Donc, on va avancer comme ça. Puis, bah, après, on verra qu'est-ce que j'ai de ton patrimoine qui traîne dans mes cartons, là, dans mes idées. Je sais pas. En tout cas, là, de suite, j'en ai pas un qui va me revenir de suite. Mais donc, voilà pour la partie patrimoniale. C'est bien. Bah, comme ça, on va pouvoir faire la transition sur le second volet de ta ligne de publication, qui est pour moi la publication de bouquins d'auteurs actuels hyper connus. Mais tu vas aussi là chercher des travaux qui sont parfois des travaux premiers, parfois des travaux juste plus obscurs ou qui n'ont pas été forcément récupérés par d'autres. Ça, du coup, donc on parle de Warren Ellis, on parle de Garth Ennis, on parle même de Alan Moore ou de Brian Bolland par exemple, pour citer, et Jeff Lemire aussi pour les citer. Donc comment ça se fait un petit peu les choix? Est-ce que tu vois du coup quels sont les auteurs qui marchent en France, tu dis il reste encore ça à publier? Est-ce que c'est parce que personne d'autre ne s'est décidé à les faire, alors que quelque part tu peux te dire qu'un Caliban ou qu'un Red Rover Charlie aurait quand même pu trouver toute sa place chez d'autres maisons d'édition déjà avant? Comment tu as fait tes choix là-dessus? En fait, il y a un peu de tout. En premier lieu, il y a cette volonté déjà de trouver des récits d'auteurs qu'on apprécie pour leur qualité d'écriture, ce genre de choses. Ça avait commencé avec Warren Ellis, avec Apara. Apara, c'était, il y avait un récit sur lequel j'étais tombé au comic shop qui était Frankenstein Zombie, que je trouve juste sublime graphiquement, très travaillé, très stylisé, dessiné par Marek Oleksicki, un dessinateur polonais. Et puis après, j'étais retombé sur, mon Dieu, comment ça s'appelle déjà, sur oh mon Dieu, le titre sur les archers anglais, ça ne me revient plus. Je vais me faire engueuler par Alain. Bref, en tout cas, cet autre titre de la même gamme de collection à l'origine aux États-Unis, qui s'appelait Apara Novel, qui était la tentative qu'avait proposé à l'époque l'éditeur américain Avatar, de dire à des auteurs réputés, en leur disant vous avez carte blanche. Tu veux faire un truc? Fais-le, je m'en fous. Fais ce que tu veux, on y va, moi t'as aucune limite. Tu veux être violent, fais de la violence. Tu veux faire du cul, tu fais du cul. Tu le fais comme t'as envie, comme tu le sens. Bon, ça a donné lieu à des fois des trucs sympas, des trucs à chier. On n'a pas... Voilà. Dire que Avatar est souvent un peu considéré comme le défouloir de plein d'auteurs, ouais. Par exemple, l'une des premières séries qui avait balancé à l'époque Warren Ellis, c'était quand même un ersatz d'Hellblazer avec un sorcier, etc.
c'était pas fou ça. Mais globalement, voilà, vu comment la relation avec DC s'était terminée à cette époque-là, je pense qu'il avait besoin effectivement de se défouler et de raconter les éventuelles bribes d'histoire qu'il n'avait pas développées. Donc l'idée, ça avait été au départ d'essayer de chercher de la cohérence, d'essayer de chercher des liens, des choses surtout qui ont un intérêt, parce que si c'est il y a encore des titres qui sont pas publiés de ces différents auteurs-là et qui n'ont pas forcément un intérêt majeur à sortir en France. Donc c'est pas non plus une démarche un peu, on va dire, complétiste, de dire vas-y comme ça, je serai l'éditeur qui a ramené les 10% qui restaient à publier en France. Non, parce que alors si c'est sur du Moore, ce serait moins gênant, parce que Moore, globalement, il n'y a pas beaucoup de déchets. Warren Ellis, on a quand même quelques-uns. Garfénis n'a pas fait que des chefs-d'œuvre non plus. Après, il y a des choses qui valent le coup, d'autres qui ne le valent pas. Par exemple, quand je fais Bad World Do Anything, c'est un livre dans lequel il y a 2 comics en fait. Il y a Bad World, le côté où Warren Ellis emprunte les différentes thématiques qu'il a trouvées dans des journaux, des trucs un peu scandaleux, genre un mec surpris en train de faire des choses dégueulasses à son animal de compagnie. Voilà, c'est des faits qu'il avait trouvés dans les journaux, qu'il rapporte, c'est mis en dessin par Jason Burroughs de manière assez pas vraiment suggestive. Et de l'autre côté, l'autre partie que je trouvais assez intéressante, c'est que sur Bad World, il jette un regard très cynique sur ce titre-là, et du coup, derrière, il parle ensuite dans Do Anything du milieu de la BD, de la culture. Et à nouveau, on a ce côté où la narration aussi est empreinte du cynisme de Warren Ellis. Et je trouvais intéressant de montrer qu'on était sur un côté très... le regard de Warren Ellis sur notre monde et ses dérives, et notre monde finalement proche, qui est celui d'auteur, de choses comme ça, raconter des anecdotes. Je trouvais qu'il y avait un vrai fil commun là-dedans. Ce que j'ai refait après avec Dark Blue Atmospherics, deux polars vraiment qui s'orientent différemment. Mais voilà, donc l'idée, c'est pas de sortir des trucs pour sortir des trucs. Il y a plein de choses à faire, et il y en a des meilleurs que d'autres. Puis là maintenant, de toute façon, c'est quand même devenu plus gênant de sortir du Warren Ellis, puisque là, tout ça, c'était des projets qui étaient publiés avant que l'affaire ressorte sur sa conduite. Je sais pas, on va pas faire de secret, dire on en parlait il y a pas très longtemps, mais ouais, effectivement, c'est d'autant plus frustrant qu'on a quelqu'un qu'on a pu adorer, que j'ai eu le plaisir de rencontrer à une époque. Quand je dis plaisir, c'est quand on a en tout cas l'opportunité de rencontrer quelqu'un dont, moi, Transmétropolitan, je trouve ça absolument génial. Et quand tu rencontres le mec qui est à l'origine d'un titre dont t'es fan, déjà t'as un bonhomme qui fait quasiment 2 mètres, qui a pas l'air très sympa, qui fume clope sur clope, qui te menace de te mettre la caméra dans ton anus. Mais quand tu sais qui est Warren Ellis, tu sais que c'est des blagues, tu sais que c'est de l'humour, que c'est un punk, une tête de con, mais qu'au final, on a passé un super moment à rigoler. Et quand là, derrière, arrive... c'est même pas arrive un scandale, c'est clairement... ces dérives se sont multipliées même année après année. Moi, personnellement, si j'avais été au courant, j'aurais peut-être effectivement réfléchi de manière différente avant de sortir d'autres titres. Parce que... la déception est à la hauteur de l'attitude de fan que j'aurais pu avoir auprès de lui. Voilà, donc là, aujourd'hui, effectivement, il y a quelques autres titres de Warren Ellis qui pourraient être intéressants à publier d'un point de vue qualitatif. D'un point de vue bonhomme, je vais être tout à fait franc, je suis pas prêt. Voilà. Je sais pas si je suis clair. Oui, non, bien sûr. Non, de toute façon, t'es pas le seul dans cette situation, parce que presque tous les éditeurs de comics en France ont publié du Warren Ellis. De toute façon, même nous, sur First Print, on parle plus de ses œuvres pour l'instant, parce que ça, il y a des choses à régler avant de la part de l'auteur. Ce qui est intéressant, en tout cas, c'est de voir que il a, dans un premier temps, bloqué tout avant de faire une tentative d'amende honorable. Je sais pas ce que ça donnera, j'espère que... Ce sera pas que à lui d'en juger, en fait, du coup. C'est ça. Voilà. Maintenant, comme il dit, il faut avancer. Oui, j'ai du travail. On a bien compris que tu as eu du travail sur toi. Voilà. Aussi, toujours sur cette branche un peu de comics indé, c'est que
t'es allé plus loin en allant chercher par exemple Edlus sur Wovable House, en cherchant, alors j'ai plus son nom, mais sur le Starseed. Charles Globit. Voilà. Mais aussi après même en allant chercher du coup des titres on va dire plus mainstream dans l'indé, puisque tu explores pas mal de catalogues Vault Comics. Parmi d'autres dont tu verras bientôt. Parmi d'autres avec d'autres éditeurs dont tu verras bientôt. Voilà. c'est bien de me le teaser comme ça, parce que je vais absolument pas te torturer après pour savoir de quoi tu me parles. Mais tu vois, il y a quand même cette volonté du coup alors de diversifier aussi les offres, parce que bon, à partir d'un moment, les grands auteurs continuent de sortir certaines choses, mais pour le dire de façon abrupte, t'as déjà d'autres maisons d'édition en fait qui sont déjà sur les couilles, que tu peux pas forcément rivaliser à coups d'enchères complètement incroyables pour les j'y récupérer. Arriverai un jour. Peut-être qu'il y arrivera, mais peut-être aussi que ça ne t'intéresse pas tout simplement, que tu as aussi envie de déchiffrer les choses. Et donc on a vu Money Shot par exemple dans les arrivées très récentes. Là tu as annoncé aussi d'autres titres qui arrivent prochainement, qui viennent donc No One's Rose. No One's Rose, il y a aussi Zojakan qui arriveront du coup j'espère rapidement pour les soutiens Ulule. En tout cas ça va dépendre aussi, là il y a des paramètres qui... Et tu fais comment du coup pour défricher tout ça en fait, comment tu les choisis? C'est vraiment que... Je lis, je cherche, il y a des titres où des fois on se dit c'est moche, j'ai pas envie. Et en fait, je trouve ça toujours un peu compliqué de s'arrêter à ça, parce que derrière, je vais lire le pitch. Ça coûte rien. Est-ce que l'histoire a au moins une accroche? Pourquoi un éditeur l'aurait sorti s'il y avait s'il y avait rien? Enfin, si c'était creux, ça sert à rien de le faire. Pourquoi il l'a fait? Donc je me dis bon, allez, on peut essayer de continuer un petit peu là-dedans. Et puis il y a d'autres titres où ça peut être un coup de cœur pour le titre tout court. Je prends un Cody, ouais, carrément. Mais enfin, même cette gamme de comics un peu plus jeunesse, peut-être, on va dire, jeunesse, entre Cody, Marnet le Renard. Ouais, Marnet le Renard, on va avoir Sodat bientôt. C'est comme je le disais, la variété, pour moi, c'est ce qui fait l'essence. On est capable de se mater un Pixar sans problème en se disant, ouais, ils nous prennent pas pour des idiots. Pour moi, on en est là. Le côté qui était, par exemple, intéressant, tiens, je vais faire un parallèle très différent, ce qui n'est pas animalier. Lost Dogs, par exemple, de Jeff Lemire, graphiquement, c'est ultra difficile. Je suis ravi d'avoir pu le faire, parce que c'est une putain d'histoire. Quelque part, Wovable Off aussi, c'est très très spécifique, c'est très difficile d'accès comme Wovable Off, oui et non, parce que graphiquement, déjà, on n'est pas dans une ligne tellement... atypique, on est dans de l'héritier de différents auteurs underground, etc., qu'on connaît depuis des années. Ce qui, moi, en tout cas, me faisait complètement délirer, c'est que Wovable Off, en fait, dépasse pour moi une catégorie dans laquelle il s'est mis aux États-Unis, mis involontairement, qui est celui du gay comics. Ouais. Et pour moi, Wovable... limite du gay comics avec un X, du coup, vraiment pour aller vraiment dans le comics underground des années 60-70. Et concrètement, on a un titre qui plaît vachement à des lecteurs qui ne sont pas gays, qui sont pas du tout... moi, j'ai plein de femmes qui adorent le truc. On peut en parler à plusieurs auteurs, etc., qui ont découvert le titre en disant, mais c'est juste fandard, ce truc, c'est génial. Le mec tente des partis pris artistiques, il est capable de passer de 3 planches à la Lovecraft pour ensuite nous faire un chat tout mignon. Ok. Ed, il est fascinant là-dessus. C'est ce que j'appelle de la BD plaisir, en fait. Il veut absolument traiter ses personnages avec toute l'émotion qu'il est capable d'amener dedans. Et puis de complètement délirer autour de son univers. Enfin, on mixe quand même des choses qui pourraient paraître opposées les unes aux autres. Et au contraire, moi je trouve qu'on a un titre qui se défend complètement. Et je suis ravi d'ailleurs de voir que jusqu'ici, en tout cas, les retours sont super bons. Il y a un titre c'est le genre de titre qui aurait pu se casser la gueule concrètement dès son arrivée en librairie. Parce que effectivement, il y a une couverture un peu avec des couleurs un peu flashy, un type bodybuildé plein de poils, avec un air patibulaire et plein de chats tout autour. On se dit mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Et au final, les résultats sont très satisfaisants. Moi, j'ai hâte qu'on continue d'avancer sur la suite avec Ed, parce que d'une, il a adoré la VF, donc ça fait toujours plaisir. Et derrière, pour le tome 2, on est sur un tome qui est logiquement beaucoup moins fort en pagination, puisqu'on était à l'origine sur 100 pages. Le premier en faisait quasiment 300. Mais avec Ed, avec ce qu'on va mettre dedans, on va au moins arriver à 200. Donc, et ce sera une version plus épaisse forcément que la version originale. Donc, je pense qu'on a matière à
à installer vraiment l'auteur, continuer à travailler dessus, et que sa petite mythologie à lui finisse par continuer de s'étendre. Donc moi je suis ravi en tout cas voilà, c'est vraiment un titre pour moi que je trouve délirant et génial, quoi. Et j'ai oublié ta question, donc je vais revenir sur le patrimoine d'il y a environ 8 heures. Non, on revient pas sur le patrimoine. Non, on continue par rapport à ça. Le fait que, par contre, c'est vrai que ça marche pour le patrimoine autant que pour les comics indés plus ou moins modernes, que tu fais aussi des choix de ne pas garder le même format. C'est-à-dire que la collection Comics Initiative, à l'inverse de ce qu'on peut avoir chez Delcourt, Panini, avec Comics Urban Bliss, ce genre de choses, c'est une collection qui est très dépareillée. Les bouquins ne se ressemblent. Tu les mets tous côte à côte et au niveau t'as des belles couleurs. Bah, t'as des couleurs, mais t'as des différences de format. C'est pas forcément que du cartonné. T'as encore du souple aussi. Ça, tu le fais. Ouais, la collection qui est présente, on en fera encore d'autres parce que souvent c'est des récits qui ont moins de chance entre guillemets en termes de potentiel dit commercial, parce qu'il faut au bout d'un moment faut mettre les mots sur une réalité. Quand on propose par exemple Caliban de Garfénis, on va pas forcément chercher Garfénis pour un titre d'horreur à la Alien. Faut travailler le truc. Le titre, c'est pas un chef-d'œuvre, je le dis à chaque fois. C'est juste un titre efficace. Et concrètement, est-ce que de temps en temps lire un titre efficace, c'est cool ? Bah ouais, c'est sympa. Bah voilà. Je prétends pas publier que des chefs-d'œuvre. On peut pas faire que des chefs-d'œuvre. Voilà. Il me semblait pourtant t'avoir entendu dans une interview dire que Caliban c'était un peu le Watchmen des comics de SF, quoi. Bah, quand on y réfléchit bien. je plaisante, bien sûr, tu n'as jamais dit ça. Je dis beaucoup de conneries. Mais celle-là, je crois pas l'avoir dit. Pas encore. Tu veux que on le dise, là, on l'enregistre? Ouais, ça, oui, comme ça, je te le garderai. Ça fera un jingle. Un jingle. Caliban, c'est le Watchmen des comics. Voilà. Parfait. C'est dit. Et non, mais globalement, alors les différentes collections, elles sont dépareillées, oui et non. C'est-à-dire que tu as une ligne en fait directrice qui prend forme progressivement. Alors certes, quand de mémoire j'enchaîne Apara, Foxboy, avec Lost Dogs, qui est du coup un tout petit format en souple, c'est bizarre. Puis ensuite, on vient sur du KI Présente, qui est un format TPB classique, plus quali quand même, s'il vous plaît. Mais et puis après, on vient sur un format intégral avec les chroniques de Wormwood, Johnny Red, etc. Il y a une réflexion en fait qui est assez simple à appréhender, c'est que le patrimoine doit être géré dans le meilleur format qui lui sied, selon l'œuvre d'origine, et là où la collection Mavericks a pour but plutôt de présenter les titres de manière optimale et d'être, allez, je vais pas dire hybride, c'est pas forcément la réalité, mais en tout cas de se trouver au croisement de la BD et du comics. Dans cette collection, on va aussi bien croiser effectivement du Foxboy, du Money Shot, que C'est la guerre de Nicobi, auteur franco-belge bien réputé. Mais pourquoi ? Bah parce que concrètement, il n'y a pas de barrière là-dessus et que le format doit se justifier aussi. Et puis de l'autre côté, effectivement, proposer un format un peu plus TPB classique, mais avec une forte pagination. Soit on peut le faire toujours plus gros, façon omnibus, etc. Mais à ce moment-là, faire du 900 pages pour avoir un bouquin qui fait 10 cm, techniquement, tu manges sur quelque chose. En réalité, tu fais pas un bouquin avec une épaisseur. Tu fais une épaisseur de fou avec 900 pages. Aujourd'hui, un imprimeur, il refuse. Moi, par exemple, mon imprimeur, donc français, il faut le dire aussi. Moi, je travaille avec tu t'imprimes pas à l'étranger. Ouais. Non. J'imprime uniquement en France avec un seul intermédiaire qui a lui sa propre entreprise et qui est pas un courtier en fait, qui est situé dans l'Ainx. Ça s'appelle la CEPEC, c'est vérifiable. Tout ça, allez-y. Appelez à Roger, vous verrez, il est sympa. Ce qui est assez intéressant, c'est que par exemple quand je réfléchissais au format sur Women's Comics, par exemple, lui me dit non mais moi je vous fais pas plus de 700 pages. Il fait si c'est pour avoir un papier qui se décolle au bout de 6 mois, il fait moi c'est ma qualité, c'est mon engagement de vous fournir un bouquin qui dure sur les années. Là, c'est hors de question. Il fait ou alors on fout un papier de merde, toujours plus fin, tout selon et c'est possible. On voit la multiplication des omnibus ces derniers mois. C'est bien, ça permet de rattraper pas mal de lectures, mais il y a des belles maquettes, il y a tout ce qu'on veut, mais globalement, ça se fait au détriment d'une chose, c'est la durée de vie du livre. Je demande à voir sur certains bouquins la durée. Ouais. Là où, par exemple, quand on va sur du Johnny Red ou sur du Wormwood,
On est sur de la pagination importante, mais le bouquin a vocation à durer des années. Donc il y a ce côté renforcé, etc. Donc forte pagination, mais costaud. Qui présente du souple, etc. C'est là aussi où il y a un côté intéressant avec cette collection, c'est que on voit que le lectorat comics a beau être restreint, il est aussi varié en termes de génération et je dirais de goût, c'est-à-dire qu'il y a des lecteurs qui ont presque leur cierge à l'église du cartonné et d'autres au contraire qui te disent mais depuis qu'on a le cartonné, on a quasiment pris 10 balles sur le bouquin, quoi. Aussi, oui. Donc c'est malheureusement la course à l'échalote, quoi. Qu'est-ce qu'on fait ? Et quand moi, par exemple, je pars sur du souple dans cette collection-là, c'est principalement pour aussi que le titre ait sa chance et pas se retrouve à... Enfin, tu vois, on parlait de Caliban. Caliban, c'est 208 pages. Il est en souple. Je le propose à quel prix ? Je sais plus. 15 ? Non. 18. Je crois qu'il y a 18. Ah, quand même. Des 208 pages. Hein. Mmh. T'en as 104 à 18 € chez Panini. Hein. Oui, aussi, c'est vrai. Je crois que c'est 17, c'est 18, c'est les 120, du coup. Ouais, c'est comme ça. T'as 16 pages. Voilà, s'il te plaît. Que je connais les tarifs. C'est vrai. Mais moi, j'ai des rabats. Oui, c'est vrai. Non, c'est vrai. Non, le but, blague à part, c'est sur la réflexion au niveau des tarifs, elle doit être omniprésente. Parce que quand... alors on va prendre un exemple. Quand on me dit que Cody, au départ, quand je le propose, on me dit 25 €, c'est cher pour un livre jeunesse. Qui est du coup en grand format, cartonné, sur du papier offset. Sur du papier offset hyper épais, 140 grammes. Il y a un dos toilé, un marquage sur le dos aussi. C'est des éléments qui certes sont coûteux, mais qui pour moi valorisent le livre. Et à titre d'exemple, Cody, il est publié en petit format aux États-Unis, en souple. Donc là, on a vraiment fait le travail de manière à ce que... on va pas dire rendre justice parce que tu voulais mettre en avant le travail de Jared Cullen. Exactement. Bah, c'est pour ça que derrière moi je suis ravi quand je lui propose de faire une variante sur Marnet le renard et qu'il me dit oui d'emblée, qu'il a adoré le bouquin et qu'avec plaisir il le fera. Je suis ravi. Là je lui ai reproposé de faire le même type d'exercice sur Sodade. Il a lu le bouquin, il adore. Ok, bah, super. Je suis ravi de pouvoir développer des choses comme ça. Il est ravi de sa version française. Je suis ravi de voir que Jared reçoit progressivement toujours de plus en plus de prix. Donc voilà, c'est cool. Et donc ouais, le côté tarification, bah, on a un bouquin qui fait 200 pages, 25 € avec tous les éléments de qualité. Moi, je trouve que c'est pas déconnant. C'est soit on a un livre qui est un prêt à jeter, soit on a un livre qu'on veut garder et dont on veut être fier, donc on veut reprendre dans sa bibliothèque, le relire, le prêter à des proches en disant ça c'est un bon bouquin. Pour moi c'est le but, c'est qu'un livre c'est là pour rester, en tout cas pour qu'on ait un attachement dessus. Ok. Et il y a un troisième volet aussi chez Comics Initiative qui est la création. Oui, aussi, c'est vrai, il y a aussi ça. Il y en a, on va en trouver d'autres, des volets s'il y a que ça, mais pour moi, c'est les trois principaux quand même, parce que grosso modo, chacun des bouquins peut se ranger grosso modo dans cette catégorie. Hein. Mais la création là, c'est encore une autre part, parce que là, vraiment, sur tous les autres, on était quand même plus sur juste de l'achat de droits en fait, et du droit de publication et de traduction. Là, tu dois aussi accompagner les projets. Alors, ça avait commencé la créa avec Namta, qui t'a permis notamment aussi de rencontrer Jocelyn Billard, avec qui il y a eu les Contes du Givre. Les Contes du Givre, ouais. Je l'avais rencontré un poil avant pour la réalité historique. Ouais, mais pour le narratif, c'est mieux de dire. Ça se passe comme ça, tu vois. Non, mais ça me permettra de m'en rappeler quand je serai vieux et gâteux, je réécouterai le podcast. Puis de toute façon, on va faire un podcast avec Jocelyn, donc il dira autre chose. Voilà, on saura la vraie vérité vraie. Mais voilà, on a parlé de Laurent Lefebvre juste avant, avec qui justement tu as fait l'artbook, puis qui après en fait a repris son Foxboy qui avait été publié chez Delcourt pour l'emmener chez Comics Initiative. Et puis ensuite ça s'est développé avec Nikobi notamment, avec Setsujoku, avec Comics Novel, Thierry Martin, Phil Cordier. Voilà. J'en oublie. Ça c'est la hantise. C'est pour ça que je t'avais dit, faut me dire avant, parce que j'ai oublié quelqu'un, j'ai vexé quelqu'un, désolé, pardon maman. Non, mais voilà, le fait c'est que tu as tout un volet maintenant de... Surya avec Stigma, on l'a pas cité, mais qui est en développement. Oui, qui a l'air super bon en plus. Et voilà, enfin, t'as vraiment plein d'autres projets sur lesquels à la fois, en fait, t'as un volet
comics, on va dire, assez ancré. Avec Foxboy, Jocelyn un peu. Enfin, Jocelyn, c'est un bouffeur de comics comme c'est pas permis. Bah, Jocelyn, ça se voit dans l'inspiration graphique. Hein. Autant Nicobi, non, ça n'a rien à voir. Là où t'es vraiment plus dans la franco-belge, avec Setsujoku, t'es plus sur le manga, en fait, quelque chose qui ressemble plus. Sur un mix. Sur cet héritage, on va dire, de BD mangaïsante, de comics mangaïsants, c'est pas très beau, hein, dit comme ça, mais comme tout le monde, on s'inspire aussi de ce qu'on lit, voilà, et que ce soit Vic et Black, eux, sont fortement inspirés par tout ça. Comment s'opèrent les choix à chaque fois alors pour ces projets? On me donne de l'argent. Non, je rigole. C'est moi qui en donne. En fait, ça marche au coup de cœur. C'est comme tout. Soit il y a un univers qui est en plein, qui demande à être développé. Soit Foxboy, j'aimais déjà la série chez Delcourt. Voilà. Donc c'est assez facile de dire quand Laurent me dit tu veux le faire, ok. Mais comment ça marche? Globalement, oui, forcément, là, c'est très facile. On va dire, j'ai déjà goûté. Jocelyn, il y avait cette envie de faire quelque chose ensemble et d'amener à mettre en forme un petit peu toute sa fantaisie, son imaginaire, etc. Donc c'était ça, on est d'abord passé presque d'échanges amicaux à se dire mais tiens, en fait tu peux faire ci, tu peux faire ça, etc. Puis le côté création pour Jocelyn est venu très naturellement, et avant il avait fait une série qui s'appelait Grégory Sand chez Wanga avec Mobias et Romain, et globalement là c'était l'occasion pour lui de prendre, on va dire, entièrement en main le scénario. Donc je pense qu'il y avait au début un petit côté défi, on voit où ça nous mène, et puis finalement le livre a pris forme, et je trouve plutôt une belle forme. Et sur ces projets, t'as un autre rôle en tant qu'éditeur, où là c'est plus de la supervision de projet, dans le sens où tu t'impliques maintenant aussi dans les histoires, et tu peux avoir partie prenante dans ce qui va être raconté. Je suis pas scénariste, et je le serai pas, sauf si je mets mon nom dessus. Mais en tout cas, j'ai pas le temps. Les idées à la con, j'en ai plein, mais ça fait pas pour autant des livres. Mais non, enfin, il y a une, en fait, je me vois un peu comme comment on appelle ça en manga, un tanto, c'est ça. En fait, pour moi, l'éditeur, s'il est juste là pour prendre les éléments et rien dire, écoute, n'importe qui peut le faire. Moi, je dis toujours, sincèrement, naïvement presque, des fois, qu'est-ce que t'en penses là? Ouais, c'est bien, mais là je comprends pas trop, parce qu'en fait moi ma réflexion première c'est d'avoir le meilleur bouquin possible, et peu importe qui va avoir une idée, si c'est la mienne qui, en donnant par exemple une piste à Jocelyn en disant tiens, ça, cet élément là je le comprends pas, tiens, on va prendre un exemple, par exemple sur le premier tome des Contes de Givre, il y a une histoire qui est toute en aquarelle, très épurée, tout en teinte jaune orangée. Au départ, quand Jocelyn me l'a présenté, je comprends pas. Je suis désolé, je vois ce que tu veux faire, mais je comprends rien. Je fais, est-ce qu'il y a du texte? Non, je veux qu'il n'y ait pas de texte, etc. Je fais, oui, mais ça marche pas. Je fais, là, c'est tellement épuré que moi, je suis désolé, j'ai l'impression de voir la mer avancer, reculer, je comprends rien. Je fais, oui, ok, la marée, c'est bien, mais ça fait pas une histoire. Et on en est venu à dire, il faudrait que limite que au début, tu commences par une phrase, peut-être. Une phrase par page pour essayer d'exprimer une chose. Ouais, mais non, j'ai pas envie d'aller là-dessus. Je fais, ouais, je comprends. Je fais un mot. Trouvons une sorte de compromis créatif. Est-ce qu'un mot, ça peut fonctionner? Jocelyn me fait, ouais, faut réfléchir. Il a commencé à réfléchir de son côté. Et derrière, on a une histoire qui fonctionne avec juste à chaque fois un mot-clé par case ou par séquence. Et là, ça fonctionne. Parce que du coup, il a mis en avant, hormis un dessin que je l'ai fait chier, comme c'est pas permis à le refaire. Mais globalement, ça, pour moi, c'est pas... En fait, c'est là où, pour moi, je suis en soutien. Je sais pas si ça va être éditeur dans la terminologie que certains vont utiliser, mais pour moi je dois être un soutien dans ce cas-là, et dire là ça marche pas, qu'est-ce qui fait que une séquence du coup t'avais prévu 6 cases, c'est pas fluide, enlève-en 2, et là bizarrement tu vas gagner en force, en puissance, fais 2 pages au lieu d'une, enfin tout ça c'est des suggestions. Pour moi on n'est pas là pour suppléer l'auteur, on est là pour lui dire tiens, ça c'est super. T'as 9 sur 10, tu peux avoir 10 sur 10, à mon avis, faut trouver l'idée. Moi, j'ai cette idée-là, t'en penses ce que tu veux. Si tu la prends, c'est bien, si tu la prends pas, je m'en fous. Le but, c'est que qu'on fasse un meilleur truc. Et des fois, ça peut arriver de s'impliquer plus qu'à d'autres moments. Ça dépend. Par exemple, sur le tome 2, Jocelyn, il a été beaucoup plus lâché. Il a tenté des choses, etc.
Aujourd'hui, il y a peut-être des choses où moi j'aurais des éléments, en tout cas où j'aurais dit de faire un peu différemment en y repensant. Bon, c'est comme ça, et le bouquin, très bien, il n'y a pas d'inquiétude là-dessus, mais je pense qu'on peut encore atteindre un meilleur niveau avec la suite en travaillant efficacement. Donc ouais, en tout cas, le relationnel, les échanges, ils sont importants. Par exemple, avec Nicobi, c'est la guerre. J'ai pas eu, entre guillemets... C'était la guerre avec Nicobi, du coup? Ouais, c'était la guerre. C'est la guerre. C'était horrible. C'est dur. C'est horrible, c'est horrible. Pauvre Nico, il est gentil comme tout. Mais non, c'est le titre de l'album. C'est la guerre, concrètement. Nico, ce qu'il faisait, c'est qu'il dessinait 2 pages par jour. Le bouquin, il l'avait techniquement déjà fait. Il pensait même pas le publier. C'est moi, enfin, c'est via l'intermédiaire de Laurent qui disait, mais putain, c'est hyper drôle, lis-le. Moi, j'avais pas, je me rappelle, on a commencé à en parler, j'ai dit, écoute, j'arrive pas à remonter jusqu'au début, j'ai lu la moitié, voilà, c'est vachement bien. T'as un regard sur cette période dite du confinement, le premier, rappelons-nous, presque au siècle dernier, hein, rappelons-nous. Voilà, formidable, hein, comme on dit, c'est ironique. Donc non, tout ça, c'était des choses, en tout cas, qui, en fait, chaque cas se traite différemment. Avec Laurent, il y a plein d'échanges sur son travail, mais globalement, il sait où il va, il sait ce qu'il veut faire. Et des fois, si moi j'ai une idée, je lui dis, il va peut-être me l'acheter à la goule, genre j'en veux pas, mais c'est pas grave, je te le réédite, c'est mon rôle, je suis là pour ça. Et si c'est bien, c'est bien, c'est pas bien, c'est pas grave. Hein. Il y a pas d'ego là-dedans, en fait, c'est ce que je veux dire. C'est le côté soutien, conseil, il doit être là. Donc avec cette Sudoku, c'est le premier tome. Je pense qu'on fera encore mieux sur le deuxième. Je pense qu'on a une belle marge de progression dessus. Les auteurs, c'est leur premier livre, donc derrière, voilà, on dit toujours premier essai, le deuxième est à transformer, etc. Surya, ça fait des années qu'elle fomente Stigma, et je pense que ça va être un super bouquin une fois qu'il va arriver. Il y a plein de choses, enfin c'est hyper ambitieux, donc voilà. Vous n'êtes pas encore prêts. C'est pas trop de stress à gérer, du coup, toutes ces équipes. Si, je suis en burn-out, là, c'est fini. Ouais. Non, bah, oui et non, c'est chacun a sa méthode de travail, donc c'est vrai que ça demande une amplitude et une adaptabilité différente. Voilà. Après, voilà, comme tu peux le voir, je suis pas très bavard, donc forcément, j'imagine que les réunions peuvent être très longues avec certains, dont je tairai le nom. Tous en fait. mais c'est vrai que non. Enfin, puis moi, ce que je veux, c'est je veux pas être tout seul à croire dans un bouquin. Je veux que l'auteur, quand il travaille sur son livre, il se sente impliqué, il a envie, et qu'il se dise, Mika, on peut tenter ça. Je sais pas là. Ça veut dire quoi? Bah là, tu vois, on avait prévu 96 pages, mais ce serait bien d'en faire 120. Ouais, bah on en fait 128. D'accord. Techniquement, c'est comme ça. Je préfère me dire, on va rogner sur quelque chose qui s'appelle une marge, ou sur un élément en se disant, vous voulez quoi? Le meilleur livre possible? C'est pareil pour moi. Donc on se donne les moyens de le faire. Ouais. Donc je suis pas là pour dire, là, vous m'avez fait 20 pages de séquences baston, etc., spectaculaires, et vous passez à 4 parce que j'ai plus la place. Ça m'intéresse pas. Ça m'intéresse pas. Je veux qu'on ait cette liberté de création, et je veux pas la brider de ce côté-là. Voilà. Donc, je sais pas si ça résume ou si ça dit quelque chose d'intéressant. Oui, t'inquiète. Et ça me permet de rebondir ensuite sur le dernier point que je voulais aborder avec toi quand même. C'était le modèle économique de Comics Initiative, dans le sens où, donc depuis les débuts, c'est une structure qui fonctionne par financement participatif. Via la plateforme Ulule, ouais. En fait, ce qui s'est passé... Alors, on va d'abord expliquons. Revenons au départ. Alors, en fait, le patrimoine... le mec qui revient toujours sur le même sujet. Non, en fait, ce qui s'est passé... Même les marottes. Alors, comme je le disais autrefois, non, en fait, ce qui s'est passé à l'époque de Kirby Enemy, c'est que Alain et moi, on s'est juste dit que on avait du taf. On bosse à côté là-dessus. On allait donner nos jours, nos nuits, tout nos temps possibles et disponibles. Solliciter plein de gens qui allaient fournir du temps, de l'énergie. Un dessinateur qui fait un dessin, ça prend pas 2 minutes. Ça se fait pas comme ça. Il y en a, ils ont voulu rendre hommage à Kirby. Ils se sont défoncés de chez défoncés. Et pas que les dessinateurs, parce qu'on a eu aussi des scénaristes. On a eu aussi des gens qui viennent d'autres médias. Donc je trouve ça génial. Et ça, je pense que la meilleure manière de le faire, c'était aussi de se dire que de toute façon, fallait absolument qu'on réunisse des gens autour du bouquin, et que on allait avoir combien de personnes qui s'intéressent à Kirby? Je sais pas. Moi, je m'intéresse à Kirby, mais à ce moment-là, quand on commence, c'était, je sais plus, fin 2015 à travailler sur le bouquin, même avant.
septembre 2015, je crois. C'était à Paris Manga, je crois on avait évoqué le sujet avec Alain. Et ben globalement, on donne de notre temps, tout le monde donne de son temps. On n'allait quand même pas demander de l'argent comme ça, emprunter, des choses comme ça. On s'est dit, tout le temps qu'on investit, moi, j'ai pas personnellement les deniers, une fortune personnelle qui traîne. J'ai pas de l'argent qui a été enterré dans mon jardin, des choses comme ça. Donc, on en est venu à se dire, nous, c'est un livre de fans. Des fans, certes, certains prestigieux, mais on veut faire un vrai livre de fans et qu'on en soit tous fiers. Donc, on s'est dit qu'au départ, on allait le faire sur Kickstarter. On a commencé, l'origine, c'est Kickstarter. Mais comme on voulait absolument pas faire de sous dessus, parce que c'était pas l'intérêt, nous, on n'y voyait pas le but. Voilà, on se disait, c'est... Alors déjà, la première étape, ça avait été de le faire valider auprès de la famille, Kirby. On voulait pas que le projet soit mal compris. Ça, c'était hyper important. Enfin, si c'est pour froisser des gens alors qu'on veut leur faire... finalement rendre un hommage à leur papa, enfin je veux dire, ça fout les boules. Donc ça, on avait commencé d'abord par cette partie-là, puis ensuite on a commencé à travailler avec Kickstarter et la famille Kirby nous disait si vous voulez donner l'argent, donnez-le à Hero Initiative, une association qui permet aux auteurs qui n'ont pas forcément d'assurance, etc., les moyens de payer des opérations. De couvrir leurs frais de santé. Ouais. Il y a les frais de santé, il y a les dégâts matériels, il y a vraiment... c'est presque une association d'utilité publique. Pour nous, en tout cas, on le déclarerait comme ça en France. Aux États-Unis, c'est une association. Voilà. Et ils font un taf de malade. Tous les ans, t'as Marvel, DC, tous les gros éditeurs essayent de faire des petits focus, etc. Il y a des auteurs qui participent tous les ans, qui filent des originaux pour pouvoir permettre d'obtenir un peu de sous. Jim Lee participe aussi. Enfin, c'est un truc hyper vertueux et ne serait-ce que d'avoir pu permettre de mettre une pièce dans la machine Hero Initiative, ça nous rend hyper fiers. Donc, ça, c'est la finalité. Et donc, globalement, on a commencé avec Kickstarter et en travaillant sur le projet, on s'est rendu compte d'une chose, c'est que Kickstarter était très flou sur un aspect. C'était le côté caritatif. Nous, on voulait tellement reverser, on leur a dit plusieurs fois, et au début, on nous dit ouais, ok. Puis finalement, on s'est rendu compte que, en fait, non, Kickstarter refuse absolument cette partie-là. Donc, on est venu à chercher une autre plateforme qui fonctionnait très bien à l'époque, qui s'appelait Indiegogo. Mais il y a un truc qui nous déplaisait chez Indiegogo, c'est-à-dire que si on devait établir 300 livres, admettons, en pré-vente, on avait à ce moment-là, et qu'on arrivait à 200 sur les 300, en fait, on gardait l'argent. Les gens, même si on n'atteignait pas l'objectif, on gardait l'argent. Ah, ok. Mais c'est pour ça. Nous, on trouvait ça un peu dégueulasse. C'est quelque chose que je comprends d'un coup. C'est le côté, on se dit, mais non, nous, on veut faire le livre, c'est bien, c'est cool, filez-nous du pognon, c'est pourquoi ? Pour rien ? C'est nul. Et derrière, en fait, alors, avec Ulule, ça s'est fait très simplement, très rapidement, et quand on leur a posé la question, ils nous ont dit, non, mais si vous voulez reverser à une asso, nous, on est ravis et tout, au contraire, c'est top, allez-y. On a été plutôt bien accompagnés par Jean, qui est parti d'Ulule, et coucou Jean, qui nous conseillait au contraire, il était vraiment une bonne source de canalisation, parce que canalisation, il nous canalisait. Canalisation, ça fait un peu plombier, ouais. C'est ça, Super Mario, tout ça. Et donc ouais, non, en tout cas, il nous a bien aidé à réunir nos idées, pas trop partir en live, parce qu'on avait plein d'idées un peu folles, et c'était pour faire n'importe quoi, je sais pas, on aurait peut-être trouvé. Bref, et derrière, quand on a ensuite enchaîné avec Young Romance, on s'est dit, autant vous continuer sur le même principe. Après tout, est-ce que le livre a vocation à terminer en librairie ? Ça va être non. Parce que s'il y a 3 Pékins, je vais être franc, ça va peut-être pas être 500 libraires qui vont répondre présent derrière. Donc on a continué comme ça. L'artbook, c'est pareil, de Laurent, Atelier Workshop. Alors à chaque fois, on ouvrait la possibilité à des libraires de participer aux campagnes pour en prendre dans leur boutique, vu qu'on n'était pas distribué. Parce que c'était... une question ou un semi-reproche à faire, c'était que quand tu fais justement de la vente directe, en fait, c'est que tu squeezes une partie du circuit du bouquin qui est là, en l'occurrence, les libraires. Alors, la souscription, c'est encore plus vieux que le système des libraires. Mmh. Voilà, ça c'est une dot, c'est historique. Donc, en fait, on part presque sur ce principe-là, mais traité de manière
je dirais plus moderne. C'est-à-dire que aujourd'hui, on n'a pas la capacité de fonctionner à l'ancienne avec des revues qui cartonnent, des préventes faites dans les magazines, Spirou Magazine comme à l'époque, les revues Tintin, machin. C'était bien pour l'époque, Pilote, machin. Mais aujourd'hui, ça n'existe plus. La presse n'existe plus. Le système est complètement cassé. Ouais. Par contre, ce qui est intéressant, c'est que en fonctionnant comme ça, on est capable réellement de donner une. Alors après, ça dépend comment on le fait. L'objectif, c'est d'avoir un livre qui est crédible, qui est capable d'aller aussi en librairie, comme on le trouverait n'importe où, on va dire, mais de se dire, bah, vous voyez, il y a déjà des lecteurs qui sont là. Vous les voyez peut-être pas, mais les lecteurs sont là. C'est grâce à eux que le bouquin existe, parce que clairement, si on ne fait pas 100% minimum une campagne, le livre, il n'existe pas. Après, si on fait des fois 101, 102, je crois qu'on a toujours fait un peu plus, c'est pas. Mais en tout cas, après, moi, la réflexion se fait, est-ce qu'on l'envoie en librairie ou pas ? Il n'y a aucune certitude aujourd'hui pour que le livre soit en librairie derrière. Parce que certains, par exemple, on va prendre un exemple très, très simple. On va proposer je fais de la pub comme ça, dès le 2 novembre, le livre Shop Talk de Will Eisner. Donc il y a une collection d'entretiens conduits par Will Eisner avec du Jack Kirby, du Gil Kane, qui c'est qu'on a, du Neil Adams. Ce qui est hyper intéressant, c'est les secrets de cuisine, quoi. Enfin, on est vraiment là-dedans. C'est les tuyaux, comment on fonctionne, etc. Donc c'est hyper cool. Et en même temps, qui s'intéresse à ce type de livre-là, hormis les fans peut-être d'Eisner, les fans de BD. Pur et dur, ouais. Donc est-ce qu'il y a un intérêt à ce que ça aille en librairie ? Je dirais peut-être pas. Peut-être pas. Donc, ça va dépendre de plein de paramètres, évidemment. Et c'est dans ce genre de cas-là aussi que tu ajustes alors tes tirages aussi en fonction du potentiel que tu sens pour chacun des titres. Ouais, c'est ça. Ça sert à rien d'envoyer 3000 livres en librairie si c'est pour en avoir 2600 au casse-pipe. D'une, c'est du gâchis, que ce soit à tous les niveaux de production, encre, papier, énergie. Donc c'est un peu... Voilà, c'est pas terrible. Là où c'est plus intéressant, c'est de se dire que... dès l'instant où on a commencé à être sollicité pour passer en librairie, on a eu quelques albums, ça a commencé avec Namta. Les sollicitations, clairement, c'était faut envoyer du bouquin. Ouais, d'accord, ok. Mais le reproche, oui, c'est un livre sur Ulule, ça on l'a eu au départ avec quelques libraires, et je comprends. Mais quand on leur explique que la souscription, c'est le même principe, oui. Donc quel est le problème ? Oui, mais Ulule, c'est comme Amazon. Ah non. Ulule, c'est un banquier. C'est ni plus ni moins que c'est une plateforme de banque. C'est la même chose. Ils prennent leur pourcentage et c'est tout. Par contre, moi, depuis le premier jour en librairie, j'ai toujours dit, c'était en 2019, c'était l'accord avec le diffuseur-distributeur Macassar, c'est de leur dire, ma condition, c'est que je ne veux pas être sur Amazon. Parce que Amazon, du coup, ne joue pas avec les mêmes règles que les libraires. C'est con, mais qu'est-ce qui fait que lui va mieux marcher qu'un autre ? Donc en gros, j'ai fonctionné comme ça. Et Amazon, la grosse différence, c'est que on l'a plus mis en avant au fur et à mesure. Et ça a permis aussi aux libraires de mieux comprendre le message que l'on a essayé de faire au fur et à mesure. Il y a des bouquins qui ont beau avoir très bien fonctionné sur Ulule, qui fonctionnent très très bien en librairie. Il n'y a aucune opposition. Les lecteurs sont pas tous au même endroit. C'est pas parce qu'on ne va qu'à la Fnac qu'un jour on n'ira pas dans une librairie du circuit Canal BD, à Comic Zone, comme Central Comics. Enfin, je veux dire, on n'a pas, faut pas. Ce serait bête de penser qu'on n'a qu'un petit vivier et que finalement les lecteurs, on les a tous identifiés. Mais après 4 ans d'activité sur ce modèle-là, et le fait est quand même que je crois de mémoire qu'il n'y a aucune de tes campagnes qui n'a pas qui n'a pas marché. Ouais, il y a du bois là, que je puisse en toucher. Je touche du bois. Ouais. Ouais, c'est vrai. Mais est-ce que c'est pourquoi vous continuez sur ce modèle ? Parce qu'à la base, on partait du principe, en tout cas, que le crowdfunding, c'est aussi fait pour donc des projets de niche, des projets risqués, des projets souvent de créatifs indépendants, avec le rythme surtout de publication que tu as, parce que maintenant, vous sortez quand même une dizaine de bouquins par an, là, je dirais. Il y a au moins une campagne par mois quand même, donc quand même un peu plus. Ouais, alors après ça dépend. Est-ce que c'est du coup toujours pertinent de rester sur le crowdfunding plutôt que de simplement passer dans le circuit d'édition normal, surtout que, et c'est la deuxième partie de la question, c'est que ça prend du temps et de l'énergie de dingue de faire des crowdfunding, et surtout avec les contreparties, les bonus, quand tu veux les différents paliers, tout ça. Moi, je sais pour en avoir fait un peu à quel point c'est énergivore. Et moi, je l'ai fait à toute petite échelle par rapport à ce que toi tu fais. Donc, est-ce qu'il y a aussi par moment où, même pour vous reposer un peu... Tu as eu ta réponse tout à l'heure.
Je suis, je pense, hyperactif. Ouais, mais bon. Mais en fait, c'est. Alors, je vais répondre différemment. En fait, quand je dis je vais répondre différemment, pour moi, c'est une vraie réponse. C'est. Je vais presque pas assez vite. Alors, tu vas me dire, tu vas pas me foutre des campagnes tous les jours, mec. Non, parce qu'en plus, mais aussi, c'est le risque, parce que bon, pour l'instant, justement, ça marche, mais les gens ne peuvent pas te suivre sur tous les bouquins et mettre à chaque fois en direct. En fait, c'est là où il y a une constitution de lecteurs qui se forme et qui se fait au fur et à mesure des projets, des années, etc. Si on retrouve pas les mêmes lecteurs, en fait, à chaque projet. Si on avait, je pense, alors il y en a évidemment des récurrents. Merci à eux, c'est super cool, etc. Ça veut dire qu'ils partagent au moins entre guillemets un certain état d'esprit, l'envie de variété aussi, voilà, plein de choses, c'est cool. Mais t'as des lecteurs qui vont venir par exemple juste sur du patrimoine et qu'on n'a rien à branler du reste. Il y en a d'autres qui vont, enfin, je veux dire, on a élargi à chaque projet en fait notre base client, si on parle en termes un peu basiquement commercial, péjoratif, ce qu'on veut. Mais c'est hyper important. Parce que si on périclite, de toute façon, on meurt. Enfin, sur ce système-là. Donc, proposer effectivement des titres plus... Il y a peut-être des sujets qui vont parler à plus de gens sur ce type de plateforme que d'autres. Si lassitude il y a, de toute façon, échec, il y aura un moment aussi. Donc... à moi de repousser cela le plus tard possible. Mais après, c'était même pas dans ce sens-là, c'était plus. Non, mais ça fait partie des différentes réflexions qui, effectivement, trottent dans la tête. C'est le fait que je trouve que, justement, ça a l'air de bien se passer et de se dire, bah, du coup, vu que ça se passe bien, est-ce qu'il serait pas temps d'aller dans un circuit plus traditionnel? C'est comme une étude de marché, en fait. Et puis, le circuit traditionnel, aujourd'hui, fonctionne pas. Combien de... Bah si, aujourd'hui, on a un système qui est en train de broyer des auteurs depuis des années. Alors sur la création web, mais après pour tout ce qui est publishing, tu vois. Sur la traduction, combien de séries ne vont pas jusqu'au bout, y compris chez les gros, parce que ça se vend pas assez. Aujourd'hui, si on n'a pas un socle de lecteurs réellement solide et fiable, les séries vont pas jusqu'au bout. Alors que, je pense qu'on a tous souffert à un moment ou un autre de se dire, oh, putain, j'adorais les 2 premiers tomes, c'est fini en 4, j'adore. Vivement le 3, jamais sorti. Ça arrive chez tout le monde. Chez Urban, ils ont arrêté malgré les moyens qu'ils ont. T'as des... comment s'appelait la série de Mike Carey, la relecture d'Harry Potter là. The Unwritten. Ouais, c'est ça. C'est vachement bien. 2 tomes, au revoir. Et il y en a quoi, encore 3 derrière. Putain, ça fait chier, quoi. Mais t'as ça chez tout le monde. Et ça, on peut pas aujourd'hui, on peut pas l'anticiper parce que le marché, il est complètement fluctuant. Aujourd'hui, il y a des systèmes qui sont mis en place aussi pour imposer des titres de manière plus brutale en librairie avec des moyens colossaux. On va prendre un exemple manga. On va prendre Kaiju 8, qui est sorti récemment. C'est un carton. Je suis ravi pour Kazé, l'équipe de Kazé, c'est cool. C'est peut-être pas autant le carton qu'ils auraient aimé. Ils auraient peut-être voulu que ce soit encore plus un carton. Le budget com est affolant. Mais le tirage aussi, 250 000 exemplaires. Ouais, et malade. Alors, je vais le dire autrement, c'est un titre sympa. Moi, je l'ai lu, je l'ai trouvé sympa. Ouais. En dehors, moi, je mets toujours de côté tous les paramètres, les gimmicks commerciaux, machin. Est-ce que c'est bien, pas bien, etc. Je trouvais sympa. Est-ce que je dirais que c'est un titre qui mérite autant de tapage ? Non. C'est évident, mais est-ce que le titre va s'installer comme ça ? Je sais pas. Si c'est le cas, tant mieux. Mais c'est pareil, par exemple, pour les vagues de solo leveling, par exemple, qu'on retrouve chez K-Books, etc. Solo leveling, c'est vachement sympa. Est-ce que ça vaut tout ça ? Je ne sais pas. Moi, je dirais pas forcément oui. Ça veut pas dire que je dirais non, mais je trouve qu'il y a un gros tapage sur des choses où on a... si on n'a pas, on va dire, le service marketing important, le côté commerce et recettes de la distribution déjà intégrée à sa structure éditoriale, Delcourt avec Del Sol, MDS pour Urban, etc. Foncièrement, tu fais quoi ? C'est des points de marge qui gagnent à chaque étape, en fait. Là où je pense qu'un Bliss, un iComics, un Comics Initiative, on se bataille avec un distributeur qui nous prend une marge plus importante qu'à eux, qui leur appartient. Enfin, tu vois ce que je veux dire ? Ouais. Donc, tous ces petits éléments-là font qu'au bout d'un moment, malheureusement, moi, j'ai cru comprendre que les Tortues Ninja, c'était compliqué. Visiblement, c'était un peu difficile sur le marché. Ça me fait chier parce que les Tortues, c'est hyper sympa. Mais globalement, est-ce qu'on a encore aujourd'hui le lectorat pour les Tortues Ninja ? Je sais pas. J'espère que oui, parce que la série vaut le coup, vaut le détour.
derrière, et je suis pas, moi c'est mon regard extérieur, c'est de se dire, est-ce qu'aujourd'hui il y a des gaufrades? Ouais. Combien de titres, combien de Walking Dead ont caché les échecs derrière? Je parle pas que pour Delcourt évidemment parce qu'il y a eu beaucoup de cartons, mais voilà, c'est et puis peut-être aussi qu'il va falloir se repenser aussi en termes de lecteur et peut-être arrêter de se dire que bah super, j'ai mes 4 tomes de la série, on me sort une intégrale, bah je vais racheter l'intégrale. Ça sert à quoi? T'as déjà les 4 tomes, tu veux racheter? Ouais, bah ouais. Moi je comprends pas forcément cette logique-là. Je me dis, est-ce qu'on a eu l'occasion de le lire? Oui. Donc est-ce que je pourrais avoir une nouveauté que j'ai pas lue? Oui. Non? Bah je rachète. Après, il y a aussi des questions là d'exploitation de fonds, parce que quand tu achètes les droits aussi, si tu. Je critique pas l'éditeur, il est là pour ça, faire vivre son travail, ouais, ce qu'il a investi. Tu vois, mais il faut parce qu'il y a aussi parfois juste que tu veux continuer de faire découvrir un titre, mais admettons que, je sais pas, dans 10 ans, que tous les 3 premiers tomes du Foxboy de Laurent soient épuisés, tout simplement parce qu'ils seront tous écoulés et que t'as pas forcément et que tu peux pas refaire de tirage. Non, contractuellement, on refera des tirages pour Foxboy. Ouais. Mais imaginons que allez, ce soit pas le cas. Sur les comptes du GIF, tu vois, que tu m'as dit qu'il y avait quand même pas mal de choses en prévision. Bah voilà, à un moment, tu seras peut-être tenté de dire, vu que les premiers tomes sont épuisés ou introuvables ou je sais pas quoi, refaire une intégrale aussi pour la proposer à un autre lectorat. Se dire. C'est une intégrale, c'est pas forcément un mauvais choix si ça amène quelque chose. Je comprends par exemple que les lecteurs qui ont acheté. En fait, si tu veux, moi, c'est. À l'origine, je suis un gros fan de musique. Et il y a une chose qui me gonflait quand j'étais plus jeune. Les best-of. Non, à la limite, je peux l'entendre. Et puis des fois, je suis suffisamment con pour avoir l'intégralité de la discographie, puis de me dire, oh, fais chier, je prends le best-of en plus. Il y a un inédit. Super, je me suis fait baiser par l'argument commercial. Complètement. Voilà. Mais par contre, il y a des choses où tu te dis, parfois, j'étais là au départ, et on est en train de me proposer un disque qui fait 15 morceaux de version de base, sauf que pour les fans, ceux qui étaient là dès le départ et qui ont soutenu l'album, l'artiste, vous aurez 18 titres. Oh super, j'ai 3 titres que les autres n'auront pas, parce que j'étais là au début, parce que j'ai voulu défendre le truc, etc. Là, aujourd'hui, on est passé sur un gimmick où vous avez soutenu, super. En fait, vous avez moins après. Parce que dans l'intégrale, on va rajouter des trucs que vous n'aviez pas eu. Moi, je trouve qu'il y a un côté... je critique pas ceux qui le font, c'est pas ça. Mais moi, personnellement, je veux pas en arriver là. C'est-à-dire que si à un moment... je dois rééditer, par exemple, tu disais Foxboy, derrière, on mettra peut-être pas les bonus qu'on a intégrés sur la première édition. Parce que voilà, nous, ceux qui sont arrivés après, c'est pas de leur faute. Sauf que là, tu auras le danger d'avoir des lecteurs qui disent, mais du coup, il y a du contenu en moins par rapport à la première édition. Donc l'idéal, sinon, soyez présent dès le départ. Oui, je l'entends. Je vais te donner un exemple. Pour Paria, par exemple, on s'est retrouvé à. Ouais, très bien, parce que Paria, il y aura forcément une édition intégrale des 4 tomes un jour ou l'autre. Je sais pas, honnêtement, on ne l'a pas encore discuté. Ouais. On fera un coffret, ça c'est une certitude, parce qu'on a des idées. Voilà. Mais il y a d'autres idées. Hein. Bon, quand tu rencontreras Boris Sattoni, tu verras que des idées, il n'y en a pas qu'une. C'est épuisant. Mais non, par exemple, quand on voit Paria, le tirage, le placement et le tirage ont été épuisés en librairie. Donc on a dû réimprimer. Par les temps qui courent, c'est chaud. Il n'y a pas de papier, il n'y a pas tout ça. Mais bon, on a pu le faire. La réflexion s'est posée de est-ce qu'on le réédite à l'identique même? Alors, ce qu'on a fait, c'est qu'on a supprimé, par exemple, le vernis sélectif, qui était un ajout qui n'était pas prévu sur le premier, qu'on a fait parce que les auteurs ont pris un peu plus de temps à travailler sur le bouquin, vouloir développer des choses, l'univers, etc. On a eu du retard sur le titre par rapport aux dates qu'on avait annoncées au soutien sur Ulule. Et on a voulu, en fait... faire une sorte de petit cadeau, ça coûte, mais voilà, on veut vous faire plaisir aussi. Du coup, on l'a réédité, on a permis le vernis sélectif, on a aussi fait un choix qui est de conserver le nom des gens qui ont soutenu le projet, parce que indirectement, c'est nos actionnaires, si on peut parler d'une certaine manière. C'est aussi une manière d'être respectueux vis-à-vis de ce qui a été fait. Parce que s'ils sont plus là derrière, peut-être que la série périclitera, comme on disait, d'une autre manière. Mais non, le but, c'était aussi de marquer une différence en disant, effectivement, vous étiez là au début, vous avez ce petit truc en plus. Oui, mais moi, je savais pas. Oui, très bien, je le comprends, mais je peux pas tout vous donner, alors que, en gros, globalement, c'est pas de vous. Voilà, on va servir au maximum le nombre de lecteurs qu'on peut. Si on peut donner un petit peu plus à ceux qui étaient là au départ, je trouve ça toujours plus sympa. On dit toujours le côté fan de la première heure, etc. Ouais.
Bah, en réalité, il est là. Parce que regarde combien de lecteurs aujourd'hui continuent de suivre Marvel et DC parce que ils ont commencé dans les années 80, etc. Il y a ce côté, ah bah, j'étais fan de la première heure, je veux voir ce que deviennent mes persos. C'est plus des persos, c'est ces persos, on s'y est attaché, etc. Donc là-dessus, il y a ce côté un petit peu où effectivement, au départ, pour moi, il faut récompenser un peu ceux qui sont là. Le côté intégral, si on doit la penser, hormis, j'ai envie de dire, le visuel, qui doit être forcément un visuel fait pour, moi, concrètement, t'as l'histoire, point barre, quoi. Enfin, là où sur certains titres, on peut avoir des bonus, tu vois, des ajouts, des frais, enfin bref, n'importe quel contenu. Pour moi, on n'est pas là pour donner plus à quelqu'un qui arrive en retard. D'accord, Si tu arrives en retard au cinéma, tu vas pas demander à ce qu'on coupe le film et le remette au début. Si t'es très culotté, tu peux le faire. Mais il y a peu de chances que ça aboutisse. J'ai déjà vécu. Ça aboutisse. Mais pas pour moi. Mais justement, sur ces bonus et ces goodies aussi, enfin, tu disais effectivement que t'es hyper actif et tout ça, mais ça doit, enfin, c'est aussi, enfin, faut trouver les idées, faut éviter de retomber dans les mêmes choses. Enfin, c'est quand même. Vous faites votre délire de cartes à collectionner, les trading complètement cards, régressif, là. Mais les gens aiment bien. Et par exemple. Non, mais ça demande à chaque fois. Enfin, en plus, du coup, tu donnes une taf parce que c'est Laurent qui les dessine pour beaucoup aussi. Les trading cards, non, en fait, on les. Alors, ça dépend. Dans les trading cards, on a pas mal de visuels qui sont soit inédits, des crayonnés, qui viennent du coup des auteurs, ce genre de choses. Une couverture qui sera pas inclue dans le bouquin parce que l'origine c'était une couverture de travail, tu vois, des choses vraiment atypiques. À chaque fois, le but c'est de donner une petite anecdote, que ce soit qui émane des auteurs, qui émane des fois de l'édition, en proprement parler. C'est d'avoir un petit contenu, un petit peu le côté, tiens, moi j'ai le petit secret, j'ai ma petite carte. C'est le côté un peu fun et rigolo du truc. C'est presque un making-of, le petit passe secret que tu aurais pu avoir. Ça, c'est une chose, effectivement, que tu as que via Ulule, pendant les campagnes. Après, quand tu consultes les lecteurs, ils veulent toujours être surpris, ils veulent toujours des choses. On peut pas surprendre à chaque fois parce que je peux pas offrir un Boeing 747 à chacun. Hein. Ça, c'est bien dommage d'ailleurs. Je sais bien. J'attends ta forte participation de 50 millions d'euros sur Paria 2. Hein. Vas-y, n'hésite pas. Mais globalement, il y a aussi une chose, c'est que les goodies, ils sont là pour faire plaisir. Pour moi, si tu balances un truc et que finalement c'est mal branlé, ça peut l'être, parce que des fois tu te trompes, voilà, c'est normal. Mais si tu essayes et que tu fais un truc sympa, des résultats, les gens s'en rappellent. Quand tu fais un décapsuleur Foxboy Magnet, c'est complètement con, mais globalement, tu le fous sur ton frigo et tu dis tiens, j'ai besoin d'un truc pour décapsuler mon soda ou ma bière, machin, concrètement tu le prends, tu fais ah ouais, je m'en rappelle de ce truc. Voilà, c'est des petits moments. En fait, faut recréer du lien. On a oublié de créer l'avantage des réseaux sociaux fait qu'on arrive à communiquer avec des gens à l'autre bout du monde hyper facilement. Et en fait, les gens qu'on croise dans la rue, on leur parle même plus. On leur dit pas bonjour quand on croise nos voisins, des choses comme ça. Et ce lien, en fait, c'est ni plus ni moins. Ulule permet aussi de le rétablir à un autre niveau. D'accord. C'est un peu, voilà. Je fais très long, je sais pas si c'est Non, très bien. Et du coup, j'ai une dernière question en termes d'ouverture. Alors, c'est vrai que c'est pour toi par rapport, non, enregistre pas le chien qui gueule à la fenêtre depuis avant, ça m'énerve. J'espère que nos auditeurs et nos auditrices nous pardonneront ce roquet de l'enfer, là. Pitou, je sais pas si, en plus, je sais pas s'il s'entend beaucoup, mais moi, il m'agace, là, depuis. Il y a un chien qui aboie depuis une demi-heure, c'est horrible. Mais une question d'ouverture, c'est vrai que moi, j'essaie de le faire un petit peu avec tous les éditeurs que je suis en train de faire le tour en cette fin d'année. Voir qu'est-ce qui nous attend pour 2022 chez Comics Initiative. Alors je sais que toi tu as plus une politique d'annoncer les campagnes au fur et à mesure, de pas forcément tout présenter comme le font les maisons plus traditionnelles, mais qu'est-ce que tu peux me dire dans First Print ça va être super génial, tu vas voir. Qu'est-ce que je pourrais te dire qu'est-ce que tu peux, qu'est-ce que tu as envie, bien sûr, je ne t'oblige à rien. J'espère que tel Thierry Ardisson tu vas couper tous les qui traînent. Jamais. En fait il y a pas mal de choses qui arrivent. Il y en a qui te diront toujours le planning de 2022 il est déjà rempli. Moi il est en fait je parle d'un planning mouvant. En fait moi, je pense que c'est pas des sables, hein, c'est un planning mouvant, c'est-à-dire qu'il y a des choses qui effectivement il y a un petit peu des créneaux, il y a un petit peu des choses, des titres qui vont forcément arriver, on le sait, il y a des suites. Foxboy 3 arrive en début d'année, super. Voilà, ceux qui ont lu le 2 voilà, je pense que seront intéressés à l'idée de lire le 3. Va y avoir d'autres one shot qui sont déjà en préparation. On
parlait de Vault Comics tout à l'heure. Alors effectivement, je l'ai annoncé, je crois, cette semaine. Mais on a un autre titre de Vault Comics qui va arriver qui s'appelle Finger Guns. On va titiller un peu le registre des super pouvoirs avec ce titre-là. Ça va être assez rigolo. Enfin, l'histoire est pas drôle. Mais en tout cas, je trouve ça intéressant d'amener cette proposition-là. Chez d'autres éditeurs, on a pas mal de choses qui vont arriver via notamment Fantagraphics. On a un super bouquin qui s'appelle The Cloven. On a qu'est-ce qu'on a d'autre? Si on développe aussi pas mal de relations avec d'autres auteurs. Par exemple, on a une super série qui s'appelle Locust qui va arriver. C'est un titre qui est publié aux États-Unis par Scott Comics et scénarisé par Massimo Rossi et dessiné par Alex Nieto. Alex Nieto, il va sortir un titre bientôt en plus chez 404. Ça va être super sympa. Et il avait commencé en fait. Alex Nieto, c'est un dessinateur espagnol. Locust, concrètement, je pense que si tu le feuillettes, tu me diras, on dirait du Paul Azaceta. Okay. Donc un style très marqué, très ancré, et on est sur un récit post-apo où on pourra citer des influences comme La Mouche. Donc pour le côté insectoïde, mais on est sur un titre qui est pas éloigné non plus de La Route, tu vois, du roman La Route. Mmh. C'est vachement intéressant, c'est un récit en 8 épisodes. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Love and Rockets, moi je mise beaucoup sur Love and Rockets. Ouais. Parce que si tu veux couper. Si je veux bien. Une 29. Et concrètement, j'y crois beaucoup parce que alors on va pas faire 14 tomes d'un coup. Financièrement, je pense que personne ne s'y peut retrouvera. Ouais. Mais l'idée, ça va être d'avancer rapidement sur la série, pas provoquer des attentes de 2 ans entre chaque tome, c'est pas possible. D'avancer par 2, par exemple, 2 tomes. Donc ça fait des tom-toms. Des tom-toms, voilà. Et donc ensuite, on va attaquer les nanas, tom-tom et nana, référence. Voilà. Tout le monde s'excuse. Tout le monde est gêné de ce podcast maintenant. Voilà. Moi, j'applaudis, j'aime bien. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a les suites aussi qui arrivent. Il y a pas mal de suites. Money Shot, il y a la suite qui va arriver. Le tome 2, donc. Et puis après, il y aura un tome 3, puisque l'équipe narrative a déjà avancé sur le tome 3. Où il y a pas mal de changements, notamment dessinatrice qui va pas mal évoluer. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Purée, en fait, c'est la question. T'aurais dû m'envoyer un SMS en me disant prépare-moi ton listing, parce que non, globalement... après, l'idée, c'est pas non plus de parce que je sais que dans votre stratégie d'annoncer tout ça, tu veux pas forcément, vu que notamment c'est sur de la souscription, annoncer en octobre 2021 ce qui arrive en juin même 2022, ça n'a pas grand sens. En juin 2022, techniquement, j'aimerais bien qu'on ait enfin Movable Off 2. Ouais. Ce serait bien qu'il débarque. Ouais, j'aimerais bien. Je pense qu'on aura bien avancé sur le sujet. Donc quand tu comptes quand même faire un mix entre des suites de choses que tu as déjà sorties et puis forcément quelques nouveautés. Quoi. Ouais, puis c'est en fait il y a par exemple des titres. Par exemple, on va parler de Star Seeds, par exemple, de Charles Globitz. Qui pour les auditeurs serait un mélange entre Jodorowsky, Grant Morrison et Moebius. Voilà, donc vous imaginez le degré sur lequel il faut être perché. Vous verrez du complotisme, de l'explosion de super pouvoirs. Enfin bref, c'est complètement ouf. Avec Charles, évidemment, on pense aussi à proposer en plus des titres qui sont restés inédits en fait, en dehors du Mexique, il n'y a pas. Il a 2 titres qui sont absolument fous aussi, dans d'autres approches graphiques et tout. Et il y a un titre qui s'appelle Once Upon a Time in Tijuana. Voilà, donc il y a un autre titre, c'est Dark Star. Donc ça, c'est des titres que je pense qu'on va réussir à présenter. Peut-être à l'occasion de la campagne de Star Seeds 2, d'ailleurs. Ça pourrait être intéressant de se dire que vous aimez Star Seeds. Pourquoi pas tenter ce titre-là? Vous verrez, vous serez pas en terrain inconnu. Et puis c'est de continuer. Ouais, il y a des choses qui sont en attente de validation. Donc il y a un titre sur lequel on a avancé depuis des mois et des mois avec l'auteur. Parce que je trouve
son propos intéressant. C'est quelqu'un qui est capable d'apporter vachement de nuances par rapport à ce qui se passe un peu partout. Les difficultés sociétales actuelles, en gros, il s'en empare et il propose un angle de pensée très sympa. Du type, au bout d'un moment, plutôt que de tout dégommer, faut peut-être réfléchir à... En fait, il a un truc qui est assez fou, c'est notamment sur l'histoire, sur la période Black Lives Matter. Ce qui était intéressant, c'est que il est aussi journaliste. Comme ça, je donne des tuyaux, vous chercherez. Concrètement, il couvre l'actualité. À un moment, il suit des débats, des manifs, etc. Et je crois que c'est au Texas, il y a une statue d'un colonialiste, texan bien connu, qui s'est fait dégommer la tête. Et il est là, ouais, trop raison, évidemment qu'ils ont raison. Et en fait, il continue de couvrir l'actualité. Et au bout d'un moment, il se dit, mais en fait, alors c'est quelqu'un qui est black et qui se dit, je comprends, mais plus le temps passe, plus en fait, je me dis juste une chose, c'est que à cause de ce connard là qu'on a eu en statut et auquel on a grandi autour, c'est grâce à ça qu'on a aussi évolué et qu'on est capable de maintenant amener notre manière de penser. Donc moi, le seul truc que je pourrais dire, c'est putain, je veux avoir ma statue parce que je vais amener quelque chose et que dans des années, limite, on me dit c'est grâce à lui que j'ai pu avancer dans la vie. Il fait, lui, il est détestable, on le changera jamais. Mais c'est en partie en opposition de ce type-là qu'on se construit. Donc je trouve que c'est assez intéressant d'amener une idée comme ça, surtout sur les périodes actuelles où la vie n'est que haine si l'on suit les médias. Et je pense que d'ouvrir un petit peu la réflexion autrement, ça peut permettre aussi d'annihiler des propos fâcheux ou fâcheusement fâcheux. D'accord. Très bien. Ça fait 8h12 qu'on est ensemble. Exactement, non, mais justement, voilà, c'est une bonne heure et demie de débrief ensemble et tout. De toute façon, on suivra ça et de toute façon, on relaye très souvent vos annonces via nos front pages et après, on chronique vos bouquins dans les back issues, donc ça nous permettra de continuer de suivre votre actualité, puis tu reviendras de toute façon une autre fois pour reparler des choses qui sont passées entre temps. On te remercie en tout cas, je te remercie Mickaël de nous avoir donné de ton temps pour First Print. On espère que l'émission vous a plu. On continue les Super Friends de l'édition, comme ça on va essayer de parler à tous les éditeurs possibles et éditrices aussi avant la fin de l'année pour voir qu'est-ce qui nous attend dans le marché comics en VF pour l'année prochaine. Vous pouvez faire vos retours sur notre site internet et sur les réseaux sociaux et surtout vous pouvez partager ces podcasts, partagez ces émissions qui sont précieuses pour faire à la fois pour soutenir le podcast mais aussi pour faire découvrir des maisons d'édition qui font du comics indé, qui font plein de comics différents avec du patrimoine, de l'indé et de la création. Donc faites-le, signe pas pour nous, pour les auteurs et pour les éditeurs. Merci de nous avoir écoutés et on vous dit à très bientôt pour le prochain podcast. Salut! Merci à tous et à toutes.